Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle masterclass du MBMCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Lors de cette masterclass, nous aurons le plaisir, vous aurez le plaisir d'écouter Emmanuel Flaufran. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci pour ta fidélité au MBA, puisque je vais te présenter succinctement, parce que tu as quand même un parcours très très riche, mais tu es membre du comité pédagogique et scientifique du MBMCI depuis maintenant 4 ans. Et donc nos alumni te connaissent bien, parce que Emmanuel, tu es une spécialiste des startups. Aujourd'hui, tu es directrice de la communication d'Iris, qui est un des principaux fonds d'investissement européens, et d'ailleurs qui est très actif en France. Et puis tu as également coécrit en 2018 avec Anne-Sophie Frenov un livre qui s'appelle Into the French Tech, 50 grands entrepreneurs coach votre startup, disponible aux éditions First, qui livre les secrets et on va dire les grandes histoires et les petites histoires derrière la création des startups, de marques, j'ai envie de dire, que nous connaissons aujourd'hui, parce que ça va être aussi tout l'enjeu, de cette masterclass. Derrière cet écosystème startup, il y a beaucoup de mythes, et puis il y a surtout la réalité. Exactement. Merci beaucoup pour l'introduction, Louis. Alors, effectivement, je vais commencer peut-être par me présenter, pas tant pour me présenter parce que je suis incroyable, mais pour vous expliquer un peu à quoi peut ressembler un parcours dans la tech. En tant que futur diplômé et puis une audience un peu plus large aujourd'hui, vous allez peut-être vous poser la question de vous dire est-ce que je suis fait ou faite pour travailler dans la tech? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que j'ai envie de travailler avec des startups, pour des startups? Et ça fera partie des sujets qu'on va aborder ensemble. Alors, je ne sais pas si voilà, mes slides apparaissent. Petit message de départ. Je suis très nulle en design de slides, donc j'ai gardé le strict minimum pour vous parler. Tout d'abord, bonjour et bienvenue. Évidemment, cette session sera intégralement inclusive pour tous ceux et toutes celles qui sont en ligne aujourd'hui. Je vais vous faire gagner un peu de temps plutôt que d'aller sur LinkedIn et de regarder ce que j'ai fait auparavant. Regardez plutôt l'écran. Alors, j'ai commencé ma carrière en agence, puis je suis partie assez rapidement chez Google, où je me suis occupée de la communication de produits que vous connaissez, qui sont YouTube, Android, les mobiles, mais aussi la partie publicitaire. J'ai commencé à une époque où chez Google, on était moins de 100. C'était une petite société en France, une petite société encore en Europe. Et j'ai découvert un peu à quoi ressemblait l'agilité. Chaque matin, j'avais mon planning, mon agenda, et puis des choses qui arrivent en même temps. Parce que quand vous bossez dans la tech, bah, il y a un jour où un serveur marche pas. Il y a un jour où il y a un espèce de micro-scandale sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec vous, et vous vous trouvez embarqué dedans. Donc, j'ai commencé ma carrière vraiment dans la tech sans rien y connaître. Vraiment, je ne comprenais à peine les produits au tout début, mais j'ai pris le temps de me former et de découvrir que on peut se passionner pour l'open source, on peut se passionner pour des sujets hyper tech, parce qu'ils changent concrètement la vie des gens et la vie de certaines entreprises. Je suis partie ensuite chez Ubisoft. J'avais envie de voir un peu le monde du gaming qui était à l'époque, et je pense toujours encore, la partie dans l'entertainment qui avait la plus forte croissance. J'avais envie de voir cette partie-là dont on disait qu'il n'y avait pas de crise, que tout allait bien et tout était merveilleux. Bon, je vous la fais courte. Vous avez peut-être lu ce qui s'est passé chez Ubisoft. C'était pas la meilleure expérience de ma vie, mais parce que j'aimais pas le gaming. Et ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que vous pouvez ne pas vous passionner pour l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais si vous n'aimez pas un petit peu ce que vous faites au quotidien, le produit que vous vendez, ça n'a aucun intérêt, surtout à votre place au marketing. Ensuite, je suis partie chez Airbnb, m'occuper de la communication pour l'Europe du Sud d'une très jeune société à l'époque. Airbnb, aujourd'hui, ça vous semble être une évidence quand vous allez louer un appartement ou si vous avez un appartement à Paris pour les JO. À l'époque, nous étions 11 personnes dans un appartement à Paris. Et ce qu'ils appelaient l'Europe du Sud commençait à Amsterdam et terminait à Rabat.
donc une partie étant pas au sud et l'autre partie pas en Europe. Mais ça m'a appris une autre chose. Ça m'a appris qu'un produit peut être très simple. Louer son appartement, louer sa maison, louer une maison pour les vacances, c'est assez simple. Mais si vous rajoutez pas un esprit technologique derrière, bah, vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Donc, c'est vraiment l'ajout de la technologie qui ne doit pas vous faire peur dans certains métiers. Et si demain vous vous mettez à aller prospecter pour aller travailler dans du logiciel, vous n'êtes pas obligé d'être passionné de logiciel, mais c'est important que vous compreniez la technologie derrière et ce que ça change vraiment. Puis je suis passée de l'autre côté de la barrière, puisque je suis allée travailler en médias chez BFM Business, m'occuper des conférences et m'occuper d'émissions. Probablement des émissions que vous avez déjà vues ou déjà regardées. Le soir, chaque soir sur Tech Co, le week-end sur 01 Business, avec un objectif, me mettre cette fois-ci à raconter l'histoire des autres, et non plus l'histoire de mon employeur. Et puis, je suis repartie entre-temps chez Airbnb. J'ai coécrit cet ouvrage pour une raison simple. C'est que ça faisait déjà 10-15 ans que je travaillais et je m'étais rendu compte que je contribuais à cette espèce d'environnement un peu merveilleux qui disait que les startups et la tech, c'était que génial. C'était que des gens incroyables, hyper intelligents, qui avaient une idée, hop, ils avaient rencontré une deuxième personne, hop, ils levaient de l'argent, hop, ils allaient à la télé et hop, c'était incroyable, vous alliez faire les géants de demain. Il y a une autre réalité derrière. Et ce sont mes différentes rencontres avec les entrepreneurs dans des cadres privés et professionnels qui m'ont donné envie de raconter la vérité. Non pas pour décourager les personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais concrètement pour leur dire, si vous le faites, ne le faites pas seul. Cette idée, elle est venue parce qu'à la base, avec ma co-auteure, que vous allez voir à côté de moi en train de rédiger des dédicaces sur le livre, on avait créé un club qui était un club qui réunissait des directeurs et des directrices générales de start-up ou des fondateurs, fondatrices de start-up, exclusivement entre eux. Pourquoi? Parce que dans ce cadre très fermé, ils pouvaient se dire la vérité. Ils pouvaient aller se voir les uns les autres pour aller se dire: «OK, en ce moment, je galère, c'est compliqué, c'est difficile, j'arrive pas à lever des fonds. En fait, mon investisseur, il se comporte pas super». Enfin, ou à l'inverse, dire: «J'arrive pas à recruter, je cherche depuis des mois des community managers, compétents, j'arrive pas à en trouver». Et ce qui se racontait en off, on avait envie de le raconter en on, en leur demandant évidemment leur autorisation. Mais de cet événement et de ces clubs, on a eu envie de raconter un peu l'histoire et de la partager avec tout le monde pour que vous aussi, vous ayez l'impression d'avoir dîné avec ces personnes. Et évidemment, ça m'a donné envie de travailler encore plus avec les entrepreneurs et j'ai rejoint Iris. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Iris? On va revenir un peu après dans le descriptif sur qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds, qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'investissement. Pour vous le faire assez rapidement dans le cadre de mon profil, j'ai choisi de vous montrer la homepage d'Iris. Alors, c'est facile, évidemment, c'est moi qui l'ai écrite. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des trucs avec des gros mots compliqués. Iris Venture and Growth. Si vous regardez en dessous, peut-être que le jargon ne vous parle pas directement. Moi, il me parle, évidemment, mais il parle à des personnes qui vont sur le site d'Iris pour comprendre ce que c'est qu'investissement et pour comprendre si leur projet peut être soutenu financièrement par un fonds. Un fonds d'investissement, c'est pas une banque. C'est-à-dire que vous n'allez pas emprunter de l'argent pour ensuite le rendre tous les mois. Vous allez voir un groupe d'individus qui gèrent l'argent d'autres individus ou d'autres groupes pour leur demander d'investir dans votre société. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu après. Mais aujourd'hui, c'est ça que je fais. Et ce job-là me permet de faire un truc incroyable, c'est de travailler avec des entrepreneurs au quotidien. Puisqu'aujourd'hui, on a 47, 48 même depuis la semaine dernière, sociétés dans lesquelles on a investi. Et je travaille avec ces 48 équipes d'entrepreneurs pour m'assurer qu'ils racontent la bonne histoire aux bonnes personnes pour atteindre le bon levier. Donc, recruter, trouver des clients, rassurer des clients ou tout faire en même temps. Alors, on va faire un retour ensemble sur l'histoire de l'entrepreneuriat, non pas l'histoire antique. Je ne vais pas vous parler des conquistadors qui sont partis et qui faisaient eux-mêmes des levées de fonds pour pouvoir payer des bateaux. Et c'est ça le début de l'investissement et du venture capital. Je vais essayer aussi d'enlever tout le jargon anglophone, de vous le traduire au fur et à mesure. Si jamais il y a des éléments qui vous semblent pas clairs, levez la main, ajoutez un message sur le chat. Merci Charlet. Moi aussi, je t'adore déjà. Mais n'hésitez pas, c'est votre moment aussi. Vous avez 2 heures. On va regarder ensemble un peu ce qu'est l'écosystème pour vous le rendre compréhensible. Et demain,
ce sera probablement vos futurs employeurs, vos futurs partenaires, vos futurs clients. C'est hyper important que vous compreniez comment ça fonctionne. Hop, animation. Qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème startup? Alors, j'ai choisi pour vous parler de l'écosystème startup de prendre la description de Wikipédia. Pourquoi? Parce qu'objectivement, j'ai pas trouvé mieux. Et pourtant, ça fait aujourd'hui quasiment 20 ans que je travaille dans la tech. La description de Wikipédia, elle utilise des termes qui sont assez simples, compréhensibles, mais qui, vous allez voir, les uns après les autres, vont faire que peut-être que ce qu'on voyait comme étant des startups ne sont pas des startups. Peut-être que ce qu'on voyait comme étant un succès, pas encore un succès. Une startup, jeune pousse, société qui démarre en anglais, est une nouvelle entreprise innovante. Donc, jeune pousse, nouvelle entreprise innovante. Si je vous parle de Blablacar, et que je vous dis que Blablacar a 25 ans, Blablacar est encore une startup. Généralement à la recherche d'importantes levées de fonds d'investissement, avec un très fort potentiel éventuel de croissance économique. J'aime beaucoup l'ajout du mot éventuel, qui est assez cynique pour notre métier. À la recherche d'importantes levées de fonds, si je vous dis que, par exemple, My Little Paris n'a jamais levé 1 euro, c'est pourtant resté une start-up. Ils ont quand même innové dans beaucoup d'éléments médias, et pourtant ils n'ont jamais levé de l'argent. Est-ce que vous êtes une start-up quand vous ne levez pas d'argent? Est-ce que vous êtes connu quand vous n'avez pas encore levé d'argent? Avec un très fort potentiel éventuel de croissance économique, très bien, on espère, et de spéculation financière sur sa valeur future. Ça, c'est un point qui est important parce qu'on va parler lors du cours de ces grosses startups, de ces licornes, de ces sociétés qui sont mises en avant par la French Tech. C'est la valeur théorique qui est présentée dans les médias. Et j'ai fait partie de ces gens qui ont entretenu ce mythe, et je le fais encore un peu, est liée à une spéculation financière. Une spéculation financière, c'est pas forcément négatif. Une spéculation financière, c'est par exemple la pharmacie en bas de chez vous qui fait peut-être un chiffre d'affaires, je sais pas moi, de allez, 100 000 euros à l'année. 100 000 euros à l'année, ça veut dire que si demain votre pharmacienne vend sa pharmacie à quelqu'un, elle va la vendre avec un multiple, donc un nombre de fois son chiffre d'affaires, plus elle va évaluer son matériel, donc le meuble, l'ameublement, le stock, tout ce que vous voulez, et elle va y ajouter, parce que c'est un bon emplacement, parce que elle admet qu'elle n'a pas fait les travaux qu'il fallait et que ce serait plus attractif s'il y en avait, elle va rajouter une part de spéculation. Pourtant, ça reste un endroit très concret, avec un chiffre d'affaires très concret, des personnes qui travaillent derrière le comptoir et un stock de médicaments. Donc, une spéculation financière n'est pas forcément virtuelle, pas forcément négative, mais ça veut dire que c'est le prix que quelqu'un serait prêt à payer en tenant compte du marché autour. Sa phase de recherche et de développement de produits innovants, de tests d'idées, de validation de technologies, de modèles économiques est plus ou moins longue. Ça, c'est un point qui est important parce que demain, vous serez peut-être amené à travailler avec ou pour des startups qui vont vous dire on n'a pas encore commencé la commercialisation. Et si on est rationnel, si demain je vous disais vous allez travailler dans une pharmacie, vous allez travailler dans une boutique, vous allez être payé chaque mois et pourtant vous ne vendez pas encore de vêtements, vous allez trouver ça un peu étrange. C'est quand même possible dans une startup parce que justement, vous allez avoir des subventions, avoir des aides et lever, pourquoi pas, de l'argent avant de vendre votre produit. Avant sa phase commerciale. Et son taux de risque d'échec est très supérieur à celui d'autres entreprises de par sa création, son caractère novateur, sa petite taille et son manque de visibilité. Ici, on touche à 3 aspects importants de l'écosystème. Son caractère novateur, c'est-à-dire que fondamentalement, quand vous changez quelque chose, il faut un peu le temps pour s'habituer. Sa petite taille, de facto, si demain vous lancez votre startup, vous allez commencer, vous allez être 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12 personnes, mais vous ne serez pas encore Generali, vous ne serez pas encore LVMH, vous serez une petite entité. Et son manque de visibilité. Par essence, vous n'avez pas encore les moyens de vous faire des campagnes digitales incroyables. Vous faites partie d'un groupe où vous menez une startup avec les moyens que vous avez au début. Est-ce que je peux simplement vous demander, ici en chat, de quasi lever la main, ceux et celles qui souhaitent entreprendre et qui souhaiteraient monter leur boîte dans un futur assez proche?
Personne? Non. Bon, pas de message, pas de levage de main, personne ne veut entreprendre, c'est pas grave. Du coup, je vais pas vous parler d'entrepreneuriat directement, je vais peut-être vous parler peut-être un peu plus de ce que vous allez vivre, vous, demain, lorsque vous allez peut-être potentiellement rejoindre hop, j'ai une main qui se lève, Shirley. Euh, je vais vous parler un peu de ce que vous allez aussi vivre. Ah, tout de même, j'en ai trois. Ça y est, d'accord. Il y a un léger lag sur le Wi-Fi. Ok. Ça y est, j'en ai 4, 5, 6. Ok. C'est bon. Ça me rassure un peu. Ça va concerner évidemment vous qui souhaitez entreprendre, mais ça va concerner aussi ceux et celles qui sont là sur ce live et qui n'ont pas encore ni envie d'entreprendre, ni une vraie visibilité, ça marche pas. Si, LinkedIn User, on te voit dire que ça marche pas, mais je vous vois lever la main, c'est juste un peu plus long. Donc c'est important parce que à la fois si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, mais à la fois aussi si vous travaillez pour des startups, c'est important que vous compreniez un peu ce qui se passe dans la tête des fondateurs et de fondatrices de startups, parce que cette définition, c'est ce qu'ils ont en tête toute la journée. Alors c'est parti, on commence le voyage ensemble. Qu'est-ce qu'une startup en 2024? C'est pour le grand public une app connue qui fait du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est? D'après l'INSEE, il y a 1 million de startups en France. Alors, ce chiffre m'intéresse beaucoup parce que en France, on est à peu près 70 millions de personnes. Il y a environ 30-35 millions d'actifs en France. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas 1 million de startups en France. D'après l'INSEE, il y a 1,5 million de salariés de start-up, soit une personne et demie par start-up. Pourquoi est-ce que ce chiffre est intéressant et pourquoi est-ce qu'il est étrange? Parce qu'en dessous, vous avez le chiffre de BPI France, BPI voulant dire Banque publique d'investissement en France, qui, eux, donnent le chiffre de 15 000 sociétés innovantes recensées. Pour France Digital, que j'appelle ici FD, vous en avez 13 000. Pourquoi les chiffres sont tous différents? Une raison simple. Une start-up n'est pas une entité économique. C'est hyper important. C'est pas un statut social. Vous pouvez créer une société anonyme solidaire, une société anonyme à risque limité. Ce sont des structures. Vous pouvez devenir auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse. Ce sont des statuts techniques. Startup n'est pas un statut technique. Ça veut dire que quand vous fondez votre entreprise, quelle que soit l'entreprise, vous pouvez dire à l'INSEE que vous avez fondé une startup, même si vous êtes pharmacienne. C'est pour ça que le chiffre de l'INSEE ne marche pas du tout. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas 1 million de startups en France. Il y a probablement 1 million d'auto-entrepreneurs en France, mais la personne qui a lu les chiffres nous a fait un petit mash-up. Donc, pourquoi est-ce que le chiffre de BPI France me semble un peu plus intéressant? Parce que, contrairement à ce que vous pouvez entendre ou lire un peu, oui, il est très difficile d'entreprendre en France au sens où vous avez énormément de paperasse. En revanche, financièrement, et ça, ce sont des entrepreneurs qui vous le disent, c'est le jackpot. En France, il est très simple de récupérer de l'argent public, qu'il s'agisse de la ville, de la région, de chambres de commerce, qu'il s'agisse de subventions, qu'il s'agisse de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes, ou même tout simplement de Pôle emploi ou France Travail, qui vous donnent 2 ans de salaire lorsque vous démissionnez pour monter une boîte. Ce modèle est unique dans le monde. Donc, il est très facile en France de monter une société, si vous avez la capacité à lire effectivement et aller au travers de toute cette paperasse. Mais derrière, les premiers financements viennent assez facilement, surtout si vous montez une startup. Pourquoi est-ce que quand vous montez une startup, c'est plus simple que quand vous montez une pharmacie? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir récupérer des crédits qui sont un peu spécifiques, comme par exemple des crédits et des sponsoring, enfin de l'argent qui va venir de BPI France. Et notamment, si vous prenez le statut de société innovante. C'est pour ça que BPI France référence les sociétés innovantes. Si vous envoyez un dossier, vous prouvez que votre société est innovante, donc parce qu'elle crée une technologie, elle crée un usage. Alors c'est sûr que si vous avez une pharmacie un peu sympa avec un néon rose, ça marche pas. Mais si vous avez une société un peu technologique et que vous remplissez bien le dossier, vous pouvez récupérer des financements vraiment intéressants. Et donc,
ces financements puisque vous les avez demandés. Entre guillemets, vous êtes inscrit en tant que start-up auprès de BPI France. C'est pour ça que ce chiffre-là me semble un peu plus intéressant. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas demandé les financements et si vous n'êtes pas inscrit comme société innovante, vous n'êtes pas une start-up. C'est juste qu'autrement, on n'a pas les moyens de vous référencer. Les startups, c'est aussi un objectif pour de nombreux jeunes, mais pas uniquement. 46% des 18-24 ans veulent fonder une société. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'une personne sur deux que vous croisez dans la rue et qui a entre 18 et 24 ans veut fonder une boîte. Après, une société, c'est pas une start-up. Vous pouvez avoir envie d'être pharmacienne, vous pouvez avoir envie de créer votre studio de design, vous pouvez avoir envie de devenir chauffeur Uber, ce que vous voulez. Mais fonder une société, l'esprit entrepreneurial est là. 40% de ces 18-24 ans veulent le faire d'ici moins de 2 ans. Pareil, c'est énorme. C'est génial. Ça veut dire qu'il y a vraiment une part significative de la jeunesse qui est prête à entreprendre. Ça veut dire aussi que ces personnes-là, elles n'ont pas forcément envie d'être salariées, non? Quand vous allez monter votre boîte et qu'il va falloir recruter, il va falloir trouver ceux et celles qui ne veulent pas monter leur boîte. Pensez-y. Et ce qui est intéressant, c'est que l'objectif de fonder sa boîte est partagé par les hommes et par les femmes. Donc, on va tout de suite démonter un mythe. Non, ça n'est pas un truc de mec. Non, monter sa boîte n'est pas un truc de mec. Dans l'ouvrage dont vous a parlé Louis tout à l'heure, vous avez 30% de femmes qui sont citées. 30% de femmes qui nous ont donné des interviews et qui nous ont raconté leur parcours dans l'entrepreneuriat tech. Pourquoi 30%? Alors qu'aujourd'hui, on va vous dire qu'il y a 15% de femmes, entre 10 et 15% selon les chiffres, de femmes dans la tech. Donc dans l'entrepreneuriat tech. Parce qu'en fait, 30%, c'est la proportion de femmes en France qui entreprennent et ou qui dirigent une société. Moi, je pars du principe que si, mesdames, vous avez envie de fonder une boîte, quelle qu'elle soit, demain, vous pouvez avoir envie de fonder une start-up. Donc 30%, ça nous semble être un bon chiffre pour commencer. Quand on fera une deuxième version du livre, j'adorerais arriver à 50%. Et enfin, dans l'imaginaire, c'est une société qui est financée par des fonds d'investissement. Oui, la majorité du temps, les startups qui ont une certaine croissance sont financées par des fonds d'investissement. Mais une fois de plus, ça n'est pas une obligation. Et vous n'êtes pas obligé de lever des gros montants. Vous pouvez lever des plus petits montants avec des fonds d'investissement. Et si je prends un peu les clichés, parce que je vous promets de démonter des mythes, donc on va commencer dans les clichés. Si vous dites demain à vos parents, à vos cousins, à vos potes que vous allez bosser en start-up, ils vont vous dire que c'est cool, c'est une société qui embauche des jeunes, qui doivent être cool, qui doivent être connectés dans une ambiance colorée. Vous n'imaginez pas aller bosser dans une start-up avec des bureaux un peu gris et des séparateurs d'open space en mousse. Pourtant, moi, j'en connais plein des startups qui sont comme ça. C'est une société qui s'appuie sur une innovation unique. C'est vrai, c'est la définition de Wikipédia qui dit qu'il doit y avoir une innovation. Si je vous demande de regarder votre téléphone brièvement et de me dire le nombre d'applications que vous avez dans votre téléphone qui vous livrent de la nourriture, je pense qu'en moyenne, vous êtes entre 3 et 5. En moyenne, sauf les accros à certains types de cuisine ou qui font leurs courses dans 5 organismes différents. En moyenne, vous en avez 3 à 5. Si je vous demande de regarder aussi dans votre téléphone le nombre d'applications qui vous permettent d'écouter de la musique, pareil, vous en avez 1, 2, 3, 4. Donc, on inclut Spotify, Deezer, YouTube, TikTok, ce que vous voulez. Donc, l'innovation, quand on dit qu'elle est unique, elle est surtout bien faite. Mais ce n'est pas parce que votre idée, quelqu'un l'a déjà eue, que vous n'avez pas le droit de vous battre et d'obtenir la première place sur le podium. C'est une société qui est jeune, en pleine croissance. Pareil, je vous ai parlé de Blablacar. On aime beaucoup Blablacar. Blablacar a 25 ans. La société, elle n'est pas jeune. Elle est en croissance, mais elle ne fait plus des croissances de 100% chaque année. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une start-up. C'est une évidence pour les jeunes diplômés. Bah oui et non. Il y a de plus en plus de jeunes diplômés, comme je vous l'ai montré avant, qui ont envie de monter leur boîte. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une start-up il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était quasiment que des jeunes de moins de 25 ans. Aujourd'hui, vous avez tous les âges. Et enfin, pour le grand public, c'est une société de son pays ou américaine. Ça, c'est la partie qui pique un peu. Moi, ça pique un peu parce que mon fonds d'investissement, il est franco-allemand. Donc, on a autant de sociétés en France qu'en Allemagne. Et quand je dis la même chose en Allemagne, on me regarde en me disant pas du tout. Et je me regarde en me disant, vous connaissez Blablacar?
Vous connaissez Vestiaire Collective? Vous connaissez Drive-In? Nous, ça semble être des évidences pour notre pays. Ben non, parce qu'en fait, ils ont une version locale. Et si vous regardez les applications que vous avez dans votre téléphone, elles sont soit américaines, soit chinoises, soit généralement françaises. Est-ce que vous pouvez me citer 5 startups dans votre téléphone ou pas dans votre téléphone, 5 startups qui ne sont ni françaises, ni américaines, ni chinoises? Alors, il va y avoir un petit lag sur le chat, mais j'ai confiance en vous. Alors, 5 startups qui sont ni françaises, ni américaines, ni chinoises. Ah, le lag du chat fait monter un suspense incroyable. Bon, j'imagine que les réponses vont arriver au prochain slide. Mais c'est un exercice que vous devriez faire. Et notamment que vous devriez faire quand vous allez rejoindre une startup ou fonder votre startup et que vous allez vous dire, moi, demain, je vais devenir numéro 1 dans le pays d'à côté. Oui, pourquoi pas, vous pouvez. Bien sûr, vous pouvez. Ouais, Telegram, très bien. Revolut, donc Revolut anglais, Telegram russe. Ensuite, est-ce que vous en avez d'autres? J'aime bien, j'aime bien. Vous jouez le jeu. Mais ça ne veut pas dire que la French Tech a pas de succès ailleurs. Ça ne veut pas dire que la German Tech a pas de succès ailleurs. Ça veut dire que dans les parties grand public, donc une fois de plus, c'est les applications que vous avez dans votre téléphone, on a tendance, ou les sites sur lesquels vous allez acheter, on a tendance à rester un peu local ou à aller sur la sécurité. Il n'empêche qu'il y a d'autres sociétés qui, par exemple, font opérer la vidéo correctement sur ce chat. Vinted, exactement, Estonie. Hostinger, ah génial, je ne connais pas. J'adore. Bon, je vais vérifier. Mais vous avez pas mal de sociétés, dans le B2B notamment, qui sont françaises et qui ont une énorme carrière ailleurs. Canva, effectivement, Spotify. Alors maintenant, Spotify est devenu américain, mais oui, suédois à la base. Ah, c'est génial. Merci de jouer le jeu. Oui, exactement. Exactement. C'est bien parce que vous avez une préférence européenne, j'adore. Ou britannique. Alors, c'est parti, on continue. L'écosystème startup. Donc, si on prend les chiffres que vous avez ici, donc ce sont les chiffres donnés par France Digital. France Digital, Lydia, c'est français. Vous avez ici des chiffres qui sont donnés par donc France Digital étant une entité qui représente à la fois en France les entrepreneurs de la French Tech, enfin, de la tech en général, et les investisseurs. Et donc, ils ont plutôt des chiffres assez bien faits. Total des emplois générés par les startups, environ 1 million. Un emploi sur 25 en France est créé grâce aux startups. Ça, c'est important. Parce qu'on n'est pas sur des emplois actifs, ce sont des emplois occupés, mais par des emplois créés. Donc, ça veut bien dire qu'il y a encore une grosse manne de création d'emplois côté startup. Mais 30, le nombre moyen d'emplois par startup. Donc, vous voyez qu'on n'est pas non plus sur des multinationales. 40% sont en dehors de l'Île-de-France. C'est beaucoup. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas 100% à Paris. Alors, c'est pas assez ailleurs, mais c'est pas 100% à Paris. Et un emploi sur 3 est occupé par une femme. Mesdames, venez en start-up. Je vous assure que tout s'y passe bien. Et 85% d'emplois sont en CDI. Tous ces chiffres, vous pourrez les retrouver ensuite, je pourrais vous les partager. Notamment cette partie-là qui est un peu costaude, mais qui est importante parce que toujours c'est toujours la même étude. C'est important de vous montrer notamment la partie qui est en bas à droite, qui est la partie du soutien financier que vous pouvez recevoir demain quand vous allez entreprendre. Puisque vous avez les crédits d'impôt, si vous employez des jeunes, bah, vous n'allez pas payer de charges sociales pendant un temps particulier. Vous avez les subventions de début, tous les prix que vous allez pouvoir gagner. Il y a beaucoup de startups au début qui vivent de ça. Attention, il ne faut pas considérer ça comme étant le seul moyen de subsistance pour une startup. Vous devez évidemment très rapidement générer du chiffre d'affaires. Mais ça permet quand même d'acheter des bureaux au début. L'écosystème startup. Vous voyez, 30% des startups interrogées sont rentables. Ça veut dire qu'il y en a 70% qui ne sont pas rentables. Ça paraît contre-intuitif. Si je vous dis qu'une pharmacie, elle est rentable, ça vous semble normal. Si je vous dis que le restaurant en bas de chez vous, il est rentable, et si je vous dis que le restaurant en bas de chez vous, il a fermé parce qu'il n'était pas rentable, ça vous semble normal. Mais si je vous dis que 70% des startups ne sont pas rentables, moi, ça me semble normal.
C'est pas forcément évident. Elles sont pas rentables parce qu'elles vivent justement de leur levée de fonds ou de leur subvention de départ. 55% déclarent qu'elles seront rentables d'ici 3 ans. Et 15% déclarent qu'elles seront rentables d'ici 3 à 8 ans. 3 à 8 ans, sur certaines startups, ça peut être un peu long. Donc, c'est quand même important que quand demain vous allez fonder votre startup, vous vous posiez la question du modèle que vous voulez instaurer. Soit un modèle tout de suite rentable, où vous serez probablement sur la fourniture de services, parce que c'est du temps hommes et femmes et que c'est un peu plus rapide de générer du chiffre d'affaires. Mais si vous produisez des choses, si vous fabriquez des objets, ou si vous avez besoin d'un temps un peu plus long, vous serez forcément pas rentable au début, mais c'est important de vous poser la question de quand est-ce que vous serez rentable. Et si demain vous rejoignez une startup, c'est aussi important de vous demander quand est-ce qu'elle sera rentable. Alors, l'écosystème startup français. Pourquoi est-ce que je vous montre cette carte de France? Alors, avec le léger lag, alors, qu'est-ce que j'ai droit à BS en français alors, cette question-là, elle est un peu plus riche. Le label Made in France, ça dépend de ce que vous appelez Made in France. Quand vous créez un logiciel, il peut être 100% Made in France. C'est pas compliqué. Quand vous fabriquez des objets en France, malheureusement, il y a de moins en moins d'usines, voire il y en a quasiment plus. Donc oui, c'est difficile de fabriquer en Made in France, mais c'est pas inhérent à la startup nation. C'est pas inhérent en fait d'être une startup ou non. C'est inhérent tout simplement au tissu économique français actuel. Et l'essence French Tech, c'est à vous de choisir ce que vous en faites. Il n'y a pas un Français ou une Française. Il y a des Français et des Françaises. Alors, je reprends le cours. Pourquoi est-ce que je montre la carte des régions? Parce que je vous ai parlé des aides, notamment, qui étaient accordées, et j'aimerais un peu vous expliquer dans la démystification de l'écosystème tech, pourquoi est-ce qu'en France, on parle autant de startups? Parce que si vous avez bien suivi, dans les clichés, une startup, ça emploie des jeunes. Quelle est l'obsession numéro 1 de tous les gouvernements depuis 20, 30, 40 ans? L'emploi des jeunes. Donc, quand demain vous créez votre startup et que vous allez voir votre région, alors c'est sûr que si vous êtes en Île-de-France, vous aurez un succès monstrueux. Mais si vous allez vous lancer en Franche-Comté, c'est un peu plus simple. Si vous allez voir la région, la ville, et que vous leur expliquez que vous allez monter une startup, que vous avez un plan qui est bien ficelé, et que vous allez embaucher 40 jeunes d'ici 2 ans, la région sera ravie de vous prêter des locaux. Pourquoi? Parce que vous proposez une solution à un problème que tout le monde se pose. Comment employer les jeunes avec plus ou moins de diplômes, quelles que soient leurs compétences, mais comment les employer? Donc, il y a une obsession sur l'écosystème startup qui est liée à un point très simple, c'est qu'on a cette image que ça emploie les jeunes. Si ça employait les plus de 50 ans, on aurait la même obsession. Là, je vous montre quelques acteurs qui sont importants à connaître. Si demain vous vous lancez, mais aussi, par exemple, si demain vous postulez dans une startup et que vous voulez savoir si elle est un peu solide, ben, ça vaut le coup d'aller vérifier sur le site de France Digital, s'ils sont partenaires, sur le site de la French Tech, s'ils ont été mis en avant, au Salon des entrepreneurs, qui aujourd'hui a une image un peu plus poussiéreuse, mais qui en fait était un des premiers salons, un des premiers événements en France à pousser les entrepreneurs tech. Et puis auprès de votre région, si vous n'êtes pas basé à Paris aussi, mais disons qu'ils ont des listes qui sont plus compliquées à consulter parce que beaucoup plus longues, ça vaut le coup aussi d'aller vérifier la solidité de la boîte, voir tout simplement si elle fait partie d'un tissu connu. Ça peut vous rassurer, c'est important et ces acteurs-là sont faits pour ça. France Digital, comme je vous l'expliquais, c'est une association qui réunit des investisseurs et des entrepreneurs. La French Tech, attention, la French Tech, c'est un label. Donc, la French Tech a des entités locales qui organisent des événements et autres, mais la French Tech ne vous donnera pas 1 euro. La French Tech ne fera pas la publicité de votre startup. La French Tech a comme mission d'animer des pôles French Tech en région et à l'étranger pour justement faire grandir l'écosystème French Tech partout en dehors de Paris. Et la French Tech permet aussi de mettre en valeur des startups pour, je dirais un peu les rendre, pas uniquement légitimes, mais les rendre plus statutaires auprès de grands groupes, par exemple, qui seront leurs clients. Et en Nouvelle-Aquitaine également. Donc, ces acteurs-là sont hyper importants pour l'écosystème startup. Ensuite, on continue. Ici,
Je vous ai montré, je vous montre. C'est une capture d'écran, c'est pas moi qui ai fait la liste. Ce que la French Tech publie chaque année depuis maintenant 4 ans, qui s'appelle le French Tech Next 40 et le French Tech 120, ou FT 120 ou FT 40. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, si vous comptez très très vite, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas 120 boîtes dans le carré blanc, il y a 80 boîtes dans le carré blanc et vous en avez 40 au-dessus. Le FT 120 inclut le FT 40. À quoi ça correspond? En fait, c'est à l'origine, cette initiative a été faite pour mettre en avant des startups qui ont un très bon développement et qui vont représenter un peu la French Tech auprès du grand public, auprès d'écoles qui vont créer comme vous des programmes dédiés au marketing et au digital. Donc, vous êtes typiquement les genres de personnes qui seraient parfaits pour aller travailler dans la French Tech et qui sont des sociétés qui ont une forte croissance. Ils ont voulu copier le modèle du CAC 40 et du SBF 120, qui sont, pour le CAC 40, les 40 sociétés cotées plus fortement en France, à la bourse, et le SBF 120, les suivantes, exactement sur le même modèle. Sachant que dans le CAC 40 et le SBF 120, vous avez, et c'est volontaire, un ajustement par type de société. C'est-à-dire qu'au CAC 40, vous n'avez pas 12 sociétés qui viennent de l'automobile ou 40 qui viennent du luxe. Vous en avez quelques-unes qui ont été choisies parce qu'elles ont la plus forte cotation, mais surtout pour qu'il y ait une représentativité des secteurs. C'est la même chose pour le Next 40 et pour le FT 120. Ces sociétés, si vous allez sur le site de la French Tech, vous allez toutes les retrouver. Prenez 5 minutes dans la journée, surtout si vous cherchez un job, pour les regarder. Vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez pas la majorité de ces sociétés. Et pourtant, elles représentent pour la majorité d'entre elles des sociétés qui sont en très forte croissance et qui recrutent. Pourquoi vous ne les connaissez pas? Parce que quand je vous ai demandé de me citer des startups qui n'étaient pas françaises, vous avez quasiment tous et toutes cité des startups B2C, c'est-à-dire des startups que vous utilisez au quotidien, des services que vous avez sur votre téléphone, que vous utilisez pour vous déplacer, acheter un truc, communiquer, ce que vous voulez. La majorité des startups françaises qui ont une très forte croissance ne sont pas dans le B2C, elles sont dans le B2B. Elles fournissent des logiciels, elles fournissent des services aux entreprises, elles fournissent de la sécurité, elles fournissent beaucoup de choses que vous ne voyez pas au quotidien, mais qui sont utilisées par toutes les grandes entreprises en France et dans le monde. Chez Eris, on a pas mal de nos sociétés françaises qui sont dans ce classement. Donc, si vous prenez le French Tech Next 120, vous allez retrouver Exotech, vous allez retrouver Shift, vous allez retrouver Yubo, qui sont des sociétés du portefeuille Iris, donc dans lesquelles on a investi, qu'on aide en croissance et qui sont dans ces listes. Pourquoi elles sont dans ces listes? Je ne trahirai aucun secret pour vous dire parce qu'elles ont une forte croissance et qu'elles embauchent. Donc, ces listes sont établies sur du déclaratif. Donc, vous allez, vous, en tant que startup, envoyer un dossier à la French Tech. Donc là, en ce moment, les dossiers sont en cours. Donc, si vous avez une startup, envoyez votre dossier. Vous avez toutes les conditions qui sont expliquées. Donc, vous devez soit avoir levé beaucoup d'argent sur la dernière année, je crois, ou les 18 derniers mois, soit avoir fait une croissance très forte et le prouver. Vous devez avoir déjà une certaine taille, vous devez avoir un certain nombre de salariés et vous devez également, depuis cette année, avoir des, avoir des engagements écologiques. Donc, faire un bilan carbone et vous assurer que votre startup respecte un certain nombre de conditions. Faire attention à la consommation électrique, faire attention aux produits que vous produisez, si possible, effectivement, produire en France. Je vais juste répondre à la dernière question. Qu'en est-il des autres régions? Alors, ont-elles la possibilité de s'intégrer, de contribuer à cet écosystème? Bien sûr, toutes les régions contribuent. Si vous êtes en train de croître actuellement, qui est l'écosystème de Biarritz, qui est en train de vraiment grandir sur la partie tech et sur la partie start-up. Bon, les mauvaises langues vous diront que c'est parce que c'est beaucoup de Parisiens qui sont partis s'installer entre Biarritz et Bordeaux. Je pense pas. Il y a de plus en plus de startups qui se créent dans cette région-là. Lille également, dans toutes les startups qui sont liées à la distribution. Raison simple, la main-d'œuvre est sur place.
C'est un bassin où depuis 30-40 ans, les travailleurs et les travailleuses s'y connaissent en distribution. Donc, si vous créez une start-up qui est liée à la distribution, bah, vous aurez beaucoup moins de difficultés à trouver des équipes qualifiées dedans. Chez Iris, on a investi dans une société qui est à Issoire. Issoire, c'est à 30 kilomètres de Clermont-Ferrand. Donc, je peux vous assurer qu'il y a toutes les régions. Le terme startup peut-il s'appliquer au domaine de la food? Bah, si vous créez un type de pancakes que vous vendez en ligne, non. Parce que vous devez quand même avoir une innovation. Après, il y a un sens assez large qui est accepté par pas mal de gens, qui est que si vous avez un site e-commerce qui est un peu puissant et qui est vraiment l'objet principal de votre business, vous pouvez vous appeler une startup. Mais dans la définition de départ, non. Donc, on a beaucoup parlé, par exemple, de ceux du groupe Big Mama, qui a des pizzerias, qui serait une start-up. Ils ont un fonctionnement start-up, effectivement. Ils ont des types de fonctions de start-up. Mais ça reste du marketing et ils ne font qu'avoir des restaurants qui font de la pizza, qui sont géniaux, hein, par ailleurs. Mais voilà, une start-up, si effectivement vous faites de la livraison de nourriture un peu innovante avec un circuit hyper court, avec une application qui permet aux livreurs de plus passer leur temps à faire le tour d'une ville, pourquoi pas? Mais non, si vous vendez des pancakes en ligne, non. Alors, si on continue, animation, on va justement reprendre les débuts de l'entrepreneuriat, de pourquoi et comment est-ce que les entrepreneurs se lancent. Le roman dont vous êtes le héros et l'héroïne. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette image? Je vais attendre ce like. Pour ce temps-là, je vais meubler. S'il y en a un ou une qui reconnaît, alors cette image en particulier, mais surtout ce que ça veut dire. Donc, si vous regardez bien, vous avez une forme de parcours. Vous avez des points qui sont numérotés, un peu comme sur un parcours de golf. Et le point numéro 1 s'appelle en anglais Troy, en français 3. C'est pas 3 dans l'Aube, mais c'est la ville de Troyes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reconnaissez ce visuel? À quoi ça fait référence? L'Odyssée. Merci Rudy. C'est effectivement un visuel représentant l'Odyssée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un ou une prof de français psychorigide qui vous a fait lire l'Odyssée au collège, l'Odyssée, roman épique d'Homère, raconte l'histoire d'Ulysse qui, après la guerre de Troie, c'est pas la roue du commerce, c'est une des roues du commerce, mais c'est pas uniquement. Après la guerre de Troie, Ulysse est reparti chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pendant la guerre de Troie, les deux parties, les Troyens et les Grecs, ont chacun utilisé les dieux à leur avantage, et donc ont chacun triché. Sauf que les Grecs, dont fait partie Ulysse, a manipulé et à flouer Poséidon. Poséidon, le roi de la mer. Et donc, quand Ulysse est censé rentrer, donc vous voyez Ithaca, qui est le point numéro 14, Ithaca, c'est l'endroit d'où vient Ulysse à la base. Donc, à l'aller, Ithaca, vous avez les points en orange. Ulysse a pris son bateau, il est allé d'Ithaca à Troie, ça lui a mis quelques jours, quelques semaines. Au retour, comme Poséidon a décidé qu'il s'était mal comporté, il a pris son bateau et il a utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition. Pourquoi je vous montre cette image-là et je vous raconte l'Odyssée? Parce que je ne vous spoilerai pas la fin. Parce que, tout simplement, le parcours de l'entrepreneur, c'est exactement ça. Même si vous n'avez rien fait de mal dans une vie antérieure. Le parcours de l'entrepreneur, on est persuadé qu'on va aller du point 1 au point 14 aussi rapidement que si vous étiez à l'inverse des points orange. Dans la réalité, dans la vraie vie, ça ne sera jamais le cas. Vous irez du point 1 au point 2 en vous disant « Ah oui, c'est pas là où je pensais aller, mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Ouais, finalement, je peux peut-être lancer une boîte qui fait autre chose. » Bon, à la base, j'avais quand même embauché des gens pour faire ça. Donc, je vais quand même essayer de monter le produit. Et vous allez comme ça être baladé d'un point à l'autre par vous-même, par le produit, par le manque d'équipe, le manque de ressources, que vous voulez. Vous arriverez probablement à votre objectif, mais ça va vous demander une pugnacité et une force de travail qui est probablement inimaginée en début de parcours. Probablement une bonne chose, parce que si vous saviez à la base comme c'est difficile, la plupart ne se lanceraient pas. Ici, est-ce que vous reconnaissez
Alors, c'est une amphore présentant un épisode littéraire. Ce n'est pas la seule qui présente ça. Mais est-ce que vous reconnaissez cet épisode? Je vous donne un indice. C'est un épisode qui provient de l'ouvrage dont on même parle, de l'Odyssée. C'est une des scènes de l'Odyssée qui est représentée ici sur cette belle amphore grecque. Je suis désolée pour les images de flash. Ce n'est pas Icare, parce qu'Icare était seul à voler. Ce n'est pas la chute d'Icare. C'est les sirènes, exactement. Les sirènes à l'époque, étaient représentées comme ça. Comme quoi, on a bien changé depuis la petite sirène. Les sirènes, dans le parcours d'Ulysse, c'est un moment un peu particulier où il passe dans une zone où les sirènes dévient tous les bateaux, tous les navires, et les perdent, et au bout d'un moment, ils se perdent en mer, et tous les bateaux échouent. Ulysse se rend compte qu'il est dans cette zone-là. Et donc, que fait Ulysse? Parce que les sirènes sont des créatures qui sont à la fois charmantes au chant des sirènes et charmantes visuellement. Bon, là, évidemment, ça ressemble plutôt à des mecs avec des couronnes et des ailes, mais il s'agit des sirènes. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, que fait Ulysse? Ulysse demande à être attaché au mât du bateau. C'est l'homme que vous voyez attaché au mât du bateau. Parce que comme ça, il n'est pas motivé pour prendre de mauvaises décisions et potentiellement naviguer mal. Et il va de l'autre côté, donc lui, il va regarder droit vers l'horizon, mais ne va pas être capable d'activer les rames. De l'autre côté, ses membres d'équipage, il leur crève les yeux pour qu'ils ne voient pas les sirènes et il leur donne des instructions pour avancer. Évidemment, dans la vraie vie, dans les startups, on ne crève pas les yeux des gens. On ne s'attache pas nu à un mât de bateau. En revanche, le job et le seul et unique job de la personne qui dirige la startup, c'est de mener une équipe au travers de toutes ces difficultés. Ça veut dire que si demain vous rejoignez une startup, ça ne veut pas dire que le fondateur ou la fondatrice doit avoir un comportement messianique et devenir une espèce de gourou d'une secte, mais comprenez que son quotidien, c'est ça. C'est s'attacher à un bateau nu et d'essayer de faire naviguer un bateau en sachant que ça va être l'enfer. Donc, c'est un point qui est important parce que ça ressemble vraiment à ça, le parcours entrepreneurial. Vous pouvez être séduit par aujourd'hui je bosse pas, c'est pas grave, finalement j'ai la flemme de déposer ce dossier, le client il répond pas, c'est pas grave, je le rappellerai peut-être demain. Non. Si vous arrêtez de travailler une journée, en dehors du week-end bien sûr, en tant qu'entrepreneur, vous n'irez pas là où vous comptez aller. Du coup, si vous avez regardé mon profil LinkedIn, vous remarquerez que je fais aujourd'hui de la communication et je bosse dans la tech, mais j'ai commencé ma vie étudiante en prépa littéraire. Donc, je vais vous parler un peu de littérature. Les débuts du héros et de l'héroïne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet événement. C'est un événement qui s'appelle BIG, donc BPI Inno Génération. C'est le nom complet de l'événement qui a lieu tous les ans à Bercy. Un événement qui est gratuit et qui vous permet d'aller rencontrer des entrepreneurs de tout secteur. Ça n'est pas que des French Tech, que la tech, pardon. Il s'agit d'entrepreneurs de tout le secteur. Ils mettent en avant particulièrement, évidemment, les startups parce que c'est plus sexy. Mais si vous regardez les investisseurs et les sociétés qui sont sur place, vous allez voir que la majorité, c'est du vrai monde. Vous avez des investisseurs qui investissent dans des franchises, des investisseurs qui font autre chose. Et à l'extérieur de cet événement, il y a quelques années, j'ai pris en photo cette colonne Maurice parce que il y avait quelque chose qui m'a un peu interpellée en termes de clichés. D'après BPI France, l'histoire de l'entrepreneuriat, et leur question, c'est êtes-vous en pleine croissance? C'est je monte ma boîte, j'appuie sur le champignon, ma grand-mère m'a vu à la télé, évidemment, c'est moi qui ai rajouté l'inclusif, je cherche une relation avec un investisseur et je suis bientôt le roi du monde. Ok, c'est un peu plus compliqué que ça. Accessoirement, la plupart du temps, votre grand-mère vous a vu à la télévision parce que vous avez déjà levé des fonds, parce que c'est généralement la première annonce qui est faite dans une start-up. Et pour vous dire que même Banque publique d'investissement France entretient ce mythe et que c'est important que vous l'ayez en tête pour vous dire, OK, demain, je rejoins une start-up, où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle a levé des fonds? Est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle a les moyens de me payer? Est-ce qu'elle a les moyens aussi de grandir un peu? Si vous avez envie de faire une carrière internationale
et que vous rentrez dans une startup qui vous dit demain vous serez en charge des réseaux sociaux pour toute l'Europe et qu'en fait la startup elle est présente qu'en France et elle n'a pas les moyens d'être présente dans d'autres pays, est-ce que ce job va vraiment arriver? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup que vous regardiez un peu tout ce qui est autour. Alors, ici, vous avez en photo Axel Docher. Axel Docher, c'est le cofondateur de Make.org. Make.org, c'est une plateforme qui permet d'entretenir un dialogue citoyen avec vos élus et avec des grands groupes. Donc, c'est une plateforme vraiment d'échange, alors qui est évidemment modérée pour que ce soit utilisable, mais qui aujourd'hui fédère autour de grandes causes. Axel Docher, avant d'être entrepreneur, a été président de Publicis en France. Il a été directeur de Deezer. Il a été directeur d'une des branches de L'Oréal. Son job a toujours été d'être chef. Non, je rigole. Mais Axel s'y connaît vraiment en grand public. Il s'y connaît en direction de start-up et il s'y connaît en grand groupe. Pourtant, Axel a lancé sa propre start-up à 49 ans et demi. Il le dit lui-même en se donnant ce chiffre-là, en disant qu'il l'a fait à 49 ans et demi parce qu'il avait peur de le faire à 50 ans. Et il nous a expliqué dans l'ouvrage que lancer une start-up ne doit être exclusivement que pour régler un problème, pas pour créer sa boîte. Est-ce que vous pouvez me citer ici les 3 pires raisons de monter sa boîte? Une fois de plus, on se détache un peu de la start-up. Les 3 pires raisons de monter sa boîte, d'après vous, et en lisant ce que raconte Axel Docher. Donc, régler un problème, il ne faut pas oublier que régler un problème, c'est pas le créer, hein, évidemment. Donc, à votre avis, quelles sont les 3 pires raisons? Oh, ce lag me permet de prendre un petit verre d'eau, mais le suspense me tue. Bon, allez, je vais initier pour voir si ça fait venir les réponses suivantes. Ah, voilà. Faire de l'argent. Je veux être mon propre patron. Oh, vous êtes trop fort. Donc devenir riche, l'argent, être son propre patron. Il m'en manque une troisième, le prestige. Ouais, c'est encore un autre sujet, mais qui va en général avec faire de l'argent. L'indépendance financière, ok. On est sur vous avez 2 des pires raisons. Et la troisième, pire raison. Vous y êtes presque. Si je vous dis, on a l'idée du siècle, oui, ça peut être une bonne raison. Si je vous dis, je veux monter ma start-up, exactement, bravo Mehdi, tu as la troisième. Oh là là, vous êtes fort. Les 3 pires raisons de monter sa start-up sont se faire de l'argent. Vous allez en faire de l'argent. Mais si vous le faites pour faire de l'argent, vous allez très vite être déçu et vous allez vous rendre compte que votre temps n'est pas du tout rentable. La deuxième pire raison, c'est je veux être mon propre patron, je veux être ma propre patronne. Ok, vous le serez. Sauf que vous aurez des clients et des utilisateurs. Je peux vous assurer que quand vous avez un boss ou une boss un peu casse-pied, ça n'est rien à côté de clients mécontents et de consommateurs qui ont décidé de vous pourrir la vie. Donc, je veux être mon propre patron, ma propre patronne, c'est pas une bonne raison. En tout cas, pas pour monter une boîte qui va grandir, parce qu'en plus, si vous en avez une conviction très forte en vous disant qu'il n'y a rien de pire que les patrons, à votre avis, que vont penser les personnes que vous allez embaucher? L'ego va en général avec l'argent. Généralement, quand vous avez envie de vous faire de l'argent très vite, c'est que vous n'avez pas forcément envie de le cacher. Et la troisième raison, c'est ou les impôts, oui. La troisième raison, c'est effectivement, je veux bosser quand je veux. Je veux avoir du temps libre. Alors ça, c'est une bonne raison pour devenir indépendant. Effectivement, vous allez avoir du temps libre jusqu'au moment où vous aurez du succès. Et pour avoir du succès, il faut prospecter. Et vous allez vous rendre compte qu'entre faire son travail, prospecter, continuer à prospecter et à faire son travail, dès que vous allez grandir un peu, vous n'aurez plus de temps libre. Les entrepreneurs le disent eux-mêmes et elles-mêmes. En moyenne, les 2 premières années, vous allez travailler 16 heures par jour, 6 jours par semaine. Vous allez être payé une misère, voire pas grand-chose les premières années. Et vous allez bosser pour des clients ou pour vos salariés d'ailleurs. Parce que si vous ne montrez pas l'exemple et si vous ne travaillez pas dur, vos salariés ne travailleront pas dur avec vous. Donc, si vous lancez demain une boîte, faites-le pour régler un problème, pas juste pour monter une boîte.
ou alors soyez indépendant, indépendante, qui est aussi une autre manière de faire les choses. Ensuite, on va regarder ensemble, puisque on a vu que Axel Deschet nous disait qu'il fallait monter sa boîte, qu'il fallait créer une boîte pour régler un problème. Ceci sont des images d'illustration. Vous avez une illustration en haut à gauche de l'équipe de Vestiaire Collective et une illustration en bas à droite de la fondatrice de Vide Dressing. Vous connaissez probablement les deux services. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux services? Si je vous dis pendant ce temps-là que l'équipe de Vestiaire Collective, il s'agit de 5 personnes qui se sont associées pour monter une boîte et que le PDG de la boîte originelle n'y connaissait rien en mode, ne s'y intéressait pas plus que ça. Et l'a fait parce qu'il a identifié qu'il y avait un problème qui ne le concernait pas au départ. Alors que la fondatrice de Vide Dressing l'a fait toute seule. À votre avis, quelle est la différence entre les deux plateformes? Je ne sais pas si c'est le lag ou le doute. Ok, je vais vous donner un indice. Aucune. Il y a une différence de départ qui concerne certains objets, c'est si vous vendez des objets qui sont un peu plus chers sur Vestiaire Collective, ils vont vouloir les certifier, donc il va falloir envoyer les objets chez eux pour qu'ils les certifient. C'est la seule différence entre les deux. Pourtant, les deux ont réglé des problèmes différents. L'équipe de Vestiaire Collective, à la base, c'est Sébastien Fabre, qui était à l'époque le directeur général de MSN. MSN, c'était la plateforme de... Oui, c'est le même problème. C'était le directeur général de la plateforme Microsoft qui permettait à l'époque, qui doit toujours exister, je pense, MSN, un peu votre homepage avec, vous aviez de la météo, des informations, un peu ce que vous avez encore sur Yahoo. Donc, grosso modo, ils vendaient des contenus à des partenaires et ils vendaient de la publicité. Rien à voir avec la mode. Et puis, il le dit lui-même, il portait des jolis jeans, mais enfin, à part ça, ça n'allait pas très loin. En revanche, attention, le storytelling commence. Sa femme, passionnée notamment de sacs à main, arrêtait pas d'en acheter de nouveaux, mais portait au quotidien toujours un grand tote bag d'une jolie marque. Parce qu'elle expliquait qu'effectivement, au quotidien, pour mettre son ordinateur, ces trucs, le doudou du petit dernier, un bouquin pour le métro, ses clés, ses machins, c'était plus simple d'avoir un grand sac. Et puis, comme c'est chiant de changer tous les jours de grands sacs, en fait, ces jolis sacs, elle les mettait pour aller dîner. Et puis, régulièrement, elle se retrouvait avec au fond de son placard des sacs qu'elle mettait plus trop. Et donc, elle avait envie de les vendre au bout d'un moment pour partager. Sauf que, à l'époque, quand vous vendiez un objet un peu luxe et que vous le vendiez sur eBay, vous étiez en face de tous les contrefaçons. Pareil sur le Bon Coin, vous étiez en face de produits qui étaient à la façon d'un sac Chloé, qui n'était pas un sac Chloé. Ou alors, vous alliez dans le vide dressing en bas de chez vous. Vous alliez dans le dépôt-vente en bas de chez vous, vous le vendiez à des copines. Et donc, il s'est dit, mais si ma femme a ce problème-là, d'autres ont le problème. Et donc, il s'est mis à se renseigner, à monter une équipe autour de lui. Et notamment, il a embauché Fanny, qui est une des cofondatrices de Vestiaire Collectif, qui à l'époque était une blogueuse mode, donc qui recevait beaucoup d'articles gratuitement des marques et qui, pareil, vendait un peu ce qu'elle avait mis quelques fois sur son site. Mais bon, si vous n'aviez pas l'URL du site de Fanny à l'époque, vous ne pouviez pas acheter votre sac Chanel seconde main. Et donc, il s'est dit, si le problème est partagé pas uniquement par les blogueuses mode, mais par les gens qui, en fait, achètent de la seconde main, mais toujours dans un dépôt-vente, donc vous avez une zone de chalandise et ainsi de suite, on va en faire un truc plus gros. Donc, ils s'associent à des gens qui étaient experts sur des plateformes. Ils ont créé une grosse plateforme, ils ont créé Vestiaire Collectif. Mais ils ont lancé la catégorie homme très tardivement. Donc, autant vous dire que Sébastien Ricard n'a rien acheté sur son propre site pour lui pendant des années. De l'autre côté, vous avez Vide Dressing. Vide Dressing, fondé par Meryl Job. Meryl Job, à l'époque, est une étudiante américaine à Paris. On est dans Emily in Paris, sans les moyens. Puisqu'elle est étudiante à la Sorbonne, qu'elle a une famille qui n'est pas richissime, qu'elle n'est pas habillée en designer. Mais elle est fan de mode. Et elle finit par être embauchée chez Chanel, un petit job. Mais qu'est-ce qu'un job chez Chanel vous donne qu'un job ailleurs ne vous donne pas? Accès aux ventes privées. Et donc, elle allait tous les ans à la vente du personnel s'acheter une pièce un peu de collection, puisqu'elle aimait bien déjà à l'époque les pièces vintage.
Donc elle achetait une pièce, 2 pièces, et puis elle s'est mise à avoir des copines dans d'autres maisons de luxe. Donc elle s'échangeait les places pour des ventes du personnel. Et donc elle s'est retrouvée au bout d'un moment avec quelques petits sacs jolis, des belles pièces, des belles vestes, mais elle vivait toujours dans un tout petit studio avec ses boîtes de chaussures et ses boîtes de sacs. Donc elle a voulu les vendre. Elle s'est retrouvée sur exactement la même problématique pour trouver une solution pour vendre ces pièces de luxe. Et donc elle a réglé son propre problème. Donc elle a contacté quelques blogueuses mode pour leur proposer de mettre leurs pièces sur son site, mais elle a réglé son propre problème et non pas le problème d'une autre personne. C'est toujours un peu risqué de régler son propre problème si vous n'avez pas vérifié que vous êtes plusieurs à avoir ce problème. Deuxième exemple, quelle est la différence entre Captain, qui maintenant, je crois, est devenu Freena, et Itch? Je vous laisse me dire. Alors, la différence entre Freena et Itch. Non, ce lag. Je vous donne un indice. En haut à gauche, vous avez une illustration présentant l'un des cofondateurs et PDG de Freena, qui à l'époque était chauffeur privé. Je crois que ça a changé de nom 3 fois. Et en bas à droite, vous avez une illustration des fondateurs de Hitch. Donc, je vais commencer par Freena. Comme ça, vous pourrez me donner, parce que la différence, elle vient surtout chez Hitch. Freena, ou Captain, ou chauffeur privé, comme ça s'appelait à l'époque. À l'époque, il s'agit d'un jeune homme consultant, donc dans une tour à la Défense, qui travaille comme un chien tous les soirs, très très tard, qui se fait livrer tous les soirs des sushis du même truc de sushi au coin de la rue, parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas les Uber Eats et compagnie. Hein. Donc vous étiez livré de Pizza Hut, de la pizzeria du coin, ou d'un truc de sushi. Grosso modo, c'était les seuls choix qu'il y avait en livraison en France pendant des années. Donc tous les soirs, il se faisait livrer des sushis de son sushi du coin. Avec sa carte de fidélité, il mettait un petit tampon, et puis à la 10e fois, il avait une paire de sushis gratuits. Et il se rend compte que, comme tous les jeunes consultants qui travaillent avec lui, il cherche à capitaliser le temps de travail et les conditions de travail en utilisant un maximum de services qui permettent de cumuler des points. Donc, quand ils voyagent pour aller voir des clients en avion, ils prennent soit l'abonnement EasyJet ou Air France pour cumuler des miles. Quand ils vont à l'hôtel, ils vont dans des hôtels Accor pour avoir des miles, et ainsi de suite. Parce que, du coup, les quelques fois où ils pouvaient partir en week-end ou en vacances, il pouvait utiliser ces miles pour son plaisir personnel. Hitch, effectivement, est né comme étant une application de covoiturage nocturne. C'est effectivement comme ça que Hitch est né. Aujourd'hui, ils ont changé un petit peu, et c'est exactement ça. Et donc, il s'est dit, en fait, je comprends pas, parce que dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'utilise dans une journée de consultant, je peux cumuler des points, sauf un service, le taxi que je prends à 2h du matin pour rentrer chez moi. Et puis, vous avez beau être un super client chez G7 ou chez Taxi Bleu, je peux vous garantir que c'est vous qui payez pour être membre et vous n'avez jamais de points. Et donc, dans un coin de sa tête, il se dit peut-être que je lancerai un jour une compagnie de taxi qui permettra de cumuler des points et d'avoir des courses gratuites. Entre-temps, une loi passe et le VTC devient autorisé en France en 2011. Au même moment, Uber commence à tenter de se lancer en France. Ils font la course avec Uber, ils se lancent en même temps qu'Uber. À l'époque, ça s'appelait chauffeur privé. Et ils lancent avec ses associés une application de VTC qui permet de cumuler des points. Aujourd'hui, Freena marche plus comme ça, mais la boîte de départ permettait de cumuler des points. Donc, il réglait son problème et le problème potentiel de toutes les personnes qui utilisent un service de véhicule pour le travail ou pour le personnel, mais qui apprécient d'avoir un petit reward à la fin. De l'autre côté, vous avez les 2 cofondateurs de Hitch, qui à l'époque bossent dans la tech. Il y en a un qui est directeur, je crois, de Groupon, oui, ça existait encore à l'époque, au Maroc, et l'autre qui, pareil, dirige une boîte tech à Paris. Ils vivent tous les 2 en coloc, et ils ont une passion commune, qui est d'aller faire la fête le week-end, dans des grosses fêtes. Les grosses fêtes, en l'occurrence, se font pas dans des jolies boîtes de nuit du 8e arrondissement. Elles se font généralement plutôt dans des endroits où les flics vont pas vous déranger, où les voisins ne seront pas dérangés non plus, donc en grande banlieue. Comment vous y allez?
bah, vous pouvez y aller en RER et ensuite avec un bus, mais vous allez pouvoir y arriver à 23h ou minuit. Et quand vous allez vouloir rentrer avant 6h du matin et le premier bus qui a 3 chiffres qui va vous emmener au RER, qui va vous emmener chez vous, bah, vous galériez un peu. Impossible de trouver un taxi qui vienne vous chercher. Donc, la plupart du temps, il se retrouvait avec son cofondateur et ami à l'époque à faire du stop sur le bord de la route. Et il se rendait compte qu'il y avait plein de voitures qui passaient. Et dans les voitures, des gens qui avaient l'air beaucoup plus frais qu'eux. Des gens qui avaient l'air d'aller au travail. En fait, il y a tous ces gens qui commencent à travailler très tôt. Il y a tous ces gens qui finissent de travailler très tard. Il y a tous ces gens qui travaillent la nuit, qui passent en voiture et qui, en fait, sont sur un rythme de travail, qui sont en costume, qui sont avec leur bleu de travail, mais qui passent en voiture. Et ils se sont dit, mais si seulement on avait une application qui pouvait dire à ces gens qui passaient sur exactement le même trajet que nous, qu'on est des gens bien et qu'on a juste besoin de faire le même trajet qu'eux jusqu'à une porte à Paris, ce serait quand même plus simple. Et donc, au début, ils ont créé une application qui permettait de se géolocaliser. Et pour des gens qui passaient sur des axes très fréquentés, notamment la nuit, de pouvoir les rejoindre. Leur application ne fonctionnait au départ que de minuit à 5 heures, puis ils l'ont étendue de 22h à 6 heures, mais c'était du covoiturage entre personnes. Vous montiez dans un hitch, vous montiez devant et vous papotiez avec la personne qui vous emmenait. Bon, jusqu'au jour où il y a eu une levée de bouclier des taxis, pour une raison simple. S'ils avaient continué à être du covoiturage de 22h à 6h, les taxis n'auraient posé aucun problème. Parce que c'est pas l'horaire qu'ils préfèrent, les taxis, parce que c'est tout le samedi soir et le vendredi soir. C'est l'horaire où vous avez tous les bourrachos qui rentrent de soirée et qui potentiellement peuvent vomir dans votre taxi. Donc ils se battaient pas pour ce créneau-là. Là où ils n'ont pas été malins, c'est qu'ils se sont dit, en fait, autant l'étendre pour aller en soirée de 20h à 8h du matin, pour ceux et celles qui veulent rester un peu tard à la soirée. Et là, ça coince. Parce qu'à 20h, vous arrivez en confrontation directe avec les taxis qui vous emmènent dîner. Et à 8h du matin, vous arrivez en confrontation directe avec les taxis qui, entre 6h et 8h, vous emmènent à l'aéroport ou vous emmènent travailler. Et donc, au même moment, Uber, voyant qu'en France, c'était cool, il y avait une application locale qui le faisait de 20h à 8h, a lancé son service. Les taxis se sont mis en grève, c'était un peu violent en 2014. Hitch a dû fermer son service de covoiturage. Ils ont dû faire un pivot ultra rapide et devenir aujourd'hui la même application, le même type d'application que vous auriez si vous aviez Freena ou Uber. Mais donc, vous voyez ici, on a 2 exemples de startups qui se sont lancées pour régler soit son propre problème, soit un problème qu'on imagine étendu. Alors, oui, je vais évidemment m'auto-spoiler. Si votre service règle votre propre problème, mais que vous-même, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, ou vos amis proches trouvent le service génialissime, mais ne seraient pas prêts à payer pour le service, c'est pas une bonne idée. Voilà. On voit passer énormément de dossiers d'entrepreneurs qui ont des idées super, vraiment, qui régleraient des problèmes du quotidien, sauf que le prix réel qui serait nécessaire à faire marcher ce service est beaucoup trop élevé pour la plupart des gens. Ça a été toute la vague des startups qui proposaient de régler le problème du dernier kilomètre pour les livraisons et qui vous proposaient de rémunérer votre voisin pour récupérer votre colis ou le magasin en bas de chez vous. Alors, c'est exactement ce qu'a fini par faire Point Relais et compagnie pour les magasins, mais pour les individus, ça voulait dire que vous étiez prêt à payer 3 € de plus de livraison. Évidemment, ça n'a jamais marché. Et votre voisin, pour 3 €, il se fait pas chier. S'il veut aller acheter sa baguette et pas être là, il sera pas là. Donc, si personne n'est prêt à payer le prix de votre service, passez à une autre idée. Alors, comment vous vous lancez? Si demain vous décidez de vous lancer, ou si demain vous rejoignez une startup et que vous voulez un peu comprendre comment s'est montée la boîte, il y a 2 manières de se lancer, soit seul, soit à plusieurs. Vous pouvez vous lancer seul en tant qu'entrepreneur parce que vous voulez bosser seul et que c'est votre truc. Vous préférez bosser seul. Alors, ce n'est pas les entrepreneurs préférés des fonds d'investissement pour 2 raisons. La première, c'est que généralement, les gens qui aiment bosser seuls et qui ne veulent pas avoir d'associés, parfois un petit peu de mal à recruter des équipes et à leur faire confiance. Et oui, si vous n'avez pas confiance dans une personne pour faire la moitié de votre job d'entrepreneur, autant vous dire que vous n'aurez pas beaucoup plus confiance dans vos premiers managers pour monter votre boîte. Vous pouvez aussi vous lancer seul parce que vous n'avez pas trouvé de cofondateur ou de cofondatrice. Céline Lazorte a fondé Litchi seule
Elle le dit elle-même parce que personne n'a voulu s'associer avec elle. Du coup, le premier stagiaire qu'elle a embauché, elle l'a trouvé génial. Elle a fait de lui son associé et quasi cofondateur. Mais vous lancer seul, c'est très dur. Pour une raison simple, c'est que le jour où vous n'avez pas envie de travailler, le jour où vous cassez la jambe, le jour où vous avez un problème perso, vous êtes seul. Et seul, c'est un peu compliqué pour tout gérer, notamment parce que vous n'avez pas forcément toutes les compétences. Si vous voulez avoir un produit tech un peu compliqué avec du développement, bah, que vous êtes seul et que vous ne savez pas coder, vous allez de toute façon être obligé de vous associer avec quelqu'un ou d'embaucher quelqu'un qui va faire le boulot. Mais quelqu'un qui va faire le boulot d'une jeune société, hein, vous n'aurez pas forcément les moyens de le payer dès le départ. Vous allez embaucher quelqu'un qui est un peu au rabais. La personne ne va pas être hyper motivée pour que votre produit soit incroyable. Donc, seul, ça peut être très compliqué. Mais si ça correspond à votre personnalité et si vous n'avez pas le choix, ne vous bloquez pas parce que vous êtes seul. Vous trouverez potentiellement en chemin des associés. Alors, est-ce qu'il vaut mieux se lancer avec des amis, des collègues ou des co-étudiants? Peut-être que dans le cadre du MBA, vous avez rencontré une ou deux personnes et vous vous êtes dit gros coup de cœur professionnel, j'adorerais monter ma boîte avec cette personne. La bonne nouvelle, c'est que, a priori, quand vous êtes arrivé en MBA, c'est que vous avez déjà fait des études auparavant. Vous avez probablement travaillé un peu auparavant. Vous allez travailler très très vite pour votre stage. Ça peut être intéressant de s'associer avec des personnes avec qui vous avez eu une partie du parcours en commun. Ça peut être un peu moins intéressant de s'associer avec vos camarades d'école avec qui vous avez fait toute votre école de commerce ou votre école d'ingénieur. Parce qu'en fait, au final, vous aurez suivi les mêmes cours avec les mêmes profs, vu les mêmes études de cas et fait les mêmes choses. Donc forcément, votre vision n'est pas très large. De la même manière, se lancer avec des amis. Vous pouvez vous dire, au moins, vous vous connaissez par cœur. Qui d'entre vous n'est jamais parti en week-end ou en vacances avec un groupe d'amis et est revenu avec un peu moins d'amis? Quelle que soit votre personnalité, même si vous êtes la personne la plus sympa de la Terre, même si c'est pas vous qui avez provoqué l'engueulade sur les comptes ou le dernier yaourt consommé alors qu'on est le deuxième jour des vacances, dans la vraie vie, entre être amis en soirée ou pour faire du foot et être associé et gérer de l'argent ensemble, c'est pas la même chose. Le conseil qu'on donne aux entrepreneurs qui veulent se lancer avec leurs amis, c'est de tenter une expérience de galère. Une expérience de galère, ça peut être aussi simple que louer une petite maison un peu isolée, si possible à une bonne vingtaine de minutes à pied du premier commerce, avec la personne avec qui vous voulez vous associer, ou un appartement ou une maison, mais un peu galère. Je dirais Bretagne, 15 février. Donc pas un truc hyper cool où il va faire beau, ça va être génial. Et d'y passer 4 jours à travailler ensemble. Vous allez voir que si vous vous engueulez sur les yaourts le deuxième jour ou sur qui doit aller faire les courses, ou voilà, t'as perdu une amie, si vous vous engueulez parce qu'en fait vous vous rendez compte que la personne en face de vous, elle fait un bruit monstrueux en mangeant et que ça vous sort par les trous de nez, imaginez ce que ça va être de passer 16 heures par jour avec cette personne dans une petite pièce à monter une boîte. Si cette personne se révèle un peu radin ou pas très clean sur la somme de travail ou finalement vous êtes censé bosser toute la journée mais en fait elle se lève à midi parce que tu comprends, elle n'est pas du matin et que vous aimez travailler longuement, pareil, ça va pas marcher. Donc oui, il faut se lancer à plusieurs. Vous n'êtes pas censé vivre et être les meilleurs amis de la Terre, mais vous êtes censé avoir les mêmes valeurs et être capable de partir en week-end ou en vacances un peu prolongées sans vous engueuler pour des trucs qui sont cruciaux. S'engueuler parce que la personne a pris le dernier yaourt, vous pouvez dire c'est pas crucial. Sauf que si vous avez dit au départ que ce yaourt était hyper important et que vous en aviez envie le matin et que la personne l'a quand même mangé en disant oh c'est pas grave, on s'en fout, le jour où vous lui direz ce client en particulier, j'aimerais m'en occuper personnellement parce que je le connais par tel ou tel biais et que la personne se l'approprie, ça va pas passer mieux. Donc vous pouvez aussi vous associer avec des anciens collègues. Ça c'est pas mal parce que vous avez travaillé ensemble, vous voyez comment la personne travaille, vous voyez si la personne est fainéante, se comporte bien en clientèle, arrive à fédérer une équipe. Évitez tout de même de vous associer avec des personnes avec qui vous avez fait votre premier job et unique job. Parce que fondamentalement, vous aurez connu toutes les deux, une seule structure.
Donc avec une seule structure de RH, une seule structure de management, si vous étiez dans la même équipe, bah, vous avez eu un boss ou une boss en commun. Donc c'est important d'avoir un peu de diversité si c'est possible. Diversité de profil, diversité de background. 4 exemples de sociétés qui sont lancées seules ou à plusieurs. Litchi, dont je vous en ai parlé, Céline Lazorte, qui s'est lancée seule et qui l'a clairement dit qu'elle le referait jamais. Et donc, entre-temps, elle a monté 3 boîtes depuis Litchi. Elle n'en a monté aucune seule. Et elle a clairement dit que si un jour elle se retrouve encore dans la situation de devoir monter une boîte seule, elle ne le ferait pas. Attractive World, que vous avez peut-être connu si vous avez entre 35 et 50 ans, qui était un site de dating qui faisait de la pub à l'époque, avant le film sur M6, en disant Attractive World, site de rencontre pour célibataires, célibataires exigeants. Quel type d'association juridique, ça, je sais pas. C'est pas je saurais pas te dire. Ça va dépendre du capital que tu peux mettre au début dans ta société. En revanche, il faut faire un pacte d'actionnaires dès le départ avec vos associés. Mais après, le type d'association juridique, tu seras mieux conseillé par quelqu'un qui s'occupe de ces sujets-là. Donc Attractive World, pareil, il s'est lancé tout seul. Il a décidé de fonder un site de rencontre dans les années 2010. Donc son créneau, c'était effectivement pour les gens qui étaient un peu plus diplômés, qui étaient un peu exigeants. Donc en gros, vous aviez les premiers membres qui choisissaient les membres suivants. Jusque-là, OK. Et il s'est lancé pire que tout seul. Il a demandé à ses 2 meilleurs amis, qui à l'époque bossaient dans l'immobilier, avaient un peu de pactole, de mettre toutes leurs économies dans sa boîte. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est très dangereux. Vous pouvez perdre vos meilleurs amis. Parce que non seulement il leur a demandé de mettre tout leur argent dans la boîte pour avoir un pactole de départ, mais en plus, et c'est là où le mec est génial, comme il connaissait pas beaucoup de filles, il leur a demandé s'ils pouvaient leur prêter leurs copines, leurs petites copines à eux, pour qu'elles soient les premières membres sur le site pour attirer d'autres femmes. Vous pouvez perdre beaucoup avec ce genre d'action. Mais effectivement, ça a bien marché. Il est resté ami avec ses 2 meilleurs amis. L'histoire nous dirait qu'ils sont peut-être pas forcément restés avec leurs copines. Mais ça a marché. Mais pareil, Ludovic Huro vous dira qu'il l'a fait une fois et qu'il ne le refera jamais. Entre-temps, il a monté 2 boîtes. Il en a monté aucune tout seul. BIM, à l'inverse, boîte technologique cofondée à l'époque par Rachel Delacour, qui aujourd'hui a fondé Sweep, société dans l'ESG, qui à l'époque l'a montée avec son mari. Vous dites, OK, on vit ensemble, c'est bon. A priori, le bruit de son yaourt, je le connais. Oui, mais attention, si ça se passe mal, vous perdez le mari avec. Donc, dans son cas, elle, ça a très bien fonctionné. Il y a pas mal de couples qui ont bien fonctionné, mais ça peut échouer. Rakuten, à l'inverse, ils se sont lancés à 5. 5, c'est beaucoup. 5, ça veut dire que vous avez chacun et chacune à peu près 20%. Ça veut dire que toute décision se prend à 5. Ma recommandation, c'est évidemment de ne pas, si vous vous lancez à 5, de chacun avoir 20%. Parce que toute décision sera bloquée. Il vaut mieux donner plus de parts à la personne qui va diriger la boîte et qui, du coup, aura plus de responsabilités et un peu moins de parts aux autres. Quelles sont les questions à se poser avant de choisir un associé quand on ne l'a pas vu évoluer dans un cadre professionnel? En fait, de la même manière que si tu embauchais quelqu'un dans le travail, tu prendrais des références, tu appellerais ses anciens employeurs, tu vérifierais les personnes avec qui elle a travaillé, tu ferais des case studies et attends-toi à faire la même chose de l'autre côté. Et les soft skills, vraiment, pars 4 jours en week-end avec cette personne dans un truc un peu galère, tu verras que les soft skills, tu t'en rendras compte assez rapidement. À moins de tomber sur un sociopathe ou une sociopathe, en quel cas, c'est la vie. Et partager la même vision, posez-lui la question de pourquoi est-ce que il ou elle monte une boîte, et si il ou elle répond par une des 3 réponses qu'on a éliminées tout à l'heure, peut-être pas la bonne personne avec qui te lancer. Donc je reprends. Rakuten, ils étaient 5, dont 2 cousins. Donc vous échouez votre boîte, vous perdez votre cousin qui était votre pote. Il se trouve que ça a bien réussi dans leur cas. Le cousin en question, donc à l'époque, Rakuten s'appelait Price Minister, a été lancé par Pierre Kosciusko-Morizet, qui est aujourd'hui un gros investisseur dans l'écosystème. Son cousin s'appelle Olivier Mathieu et il a repris Rakuten quand ils se sont lancés, quand ils se sont fait racheter par le japonais Rakuten justement, et continue d'être un vrai ambassadeur de la tech.
mais effectivement, c'est un peu dangereux. Et enfin, le dernier sujet, c'est à qui en parler. Les entrepreneurs nous ont confié et nous confient que si vous ne saoulez pas vos potes avec votre nouveau projet, c'est que vous n'êtes pas assez motivé. Je schématise, mais en gros, à qui en parler? À un maximum de personnes. Maximum de personnes. On ne vous volera pas l'idée. Je vous l'ai montré en vous demandant le nombre d'applications que vous avez dans votre téléphone qui faisaient la même chose. À moins que vous vous appuyez sur potentiellement une loi qui arrive et vous êtes la seule personne à savoir que cette loi arrive et donc un truc va pouvoir être libéré. En quel cas, entourez-vous de certaines personnes, mais c'est un cas extrêmement rare. A priori, si vous le savez, c'est que d'autres personnes le savent aussi. Dans la majorité des cas, d'autres personnes ont fait la même chose que vous. Et en parler aux autres est hyper important pour deux choses. Un, ça vous entraîne à raconter votre histoire, à raconter votre produit. Pourquoi c'est utile? Parce qu'il va falloir le raconter à la CCI, il va falloir le raconter à votre banquier pour faire votre premier emprunt si vous voulez mettre un peu de capital dans votre boîte et que vous n'avez pas touché la loterie avant. Ça va vous permettre d'en parler à vos futurs salariés. Et oui, les premiers salariés que vous allez embaucher d'une boîte qui n'est pas connue, il va falloir leur raconter l'histoire et leur faire vivre l'histoire. Et puis, ça va vous permettre aussi de récupérer du feedback. Du feedback, c'est pas souvent sympa et facile. La plupart du temps, les gens vous diront ah c'est une super idée, mais on l'a déjà vu. Ah t'es sûr? Ah ça a l'air compliqué. Ah machin. Ce sera assez désagréable. Prenez tous les feedbacks pour une raison simple. Plus les gens vous font des feedbacks complets, plus ça va permettre de comprendre des choses. Moi, par exemple, je bosse dans l'entrepreneuriat depuis 18 ou 19 ans maintenant. Jamais je serais capable de monter une boîte. Je m'en suis rendu compte, pas parce que j'ai essayé de le faire, mais parce que régulièrement, on m'a quand même fait remarquer que j'étais pas capable de tenir un tableau Excel. Vous vous dites, en quoi un tableau Excel est utile pour monter une boîte? Je sais pas. Faire un business plan, prévoir des salaires, prévoir une courbe de croissance. Je suis nulle avec les chiffres, mais nulle à un point stratosphérique. Donc, parce qu'on me l'a fait remarquer, parce que des gens se sont découragés à essayer de me montrer comment marcher Excel, autant vous dire que je ne monterai pas de boîte. Si vous avez une idée et que tous les gens qui vous aiment très fort et qui vous connaissent vous disent est-ce que tu es vraiment sûr que c'est quelque chose sur lequel tu peux t'engager, c'est quand même intéressant de les écouter. Après, ça peut aussi dire qu'il y a des gens qui vont vous dire ah mais c'est génial, justement j'ai rencontré la semaine dernière une femme, un homme qui veut se monter sur le même type de secteur, vous voulez pas vous rencontrer et paf, vous avez peut-être rencontré grâce à un truchement indirect votre futur cofondateur ou cofondatrice. Parlez-en à un maximum de gens. De quoi vous avez besoin pour vous lancer? Vous avez besoin d'un marché, d'un vrai marché. PeopleDoc, que vous connaissez peut-être si vous avez travaillé dans une entreprise qui digitalisait les fiches de paye, au départ, digitalisait les factures. PeopleDoc, au départ, avait profité justement d'une nouvelle loi qui permettait aux entreprises d'envoyer des factures en ligne. Aujourd'hui, ça vous semble évident. Vous allez au restaurant, on vous propose d'envoyer la facture en ligne, vous allez nulle part, partout ça vous le propose. Rappelez-vous, il y a 5 ou 10 ans, vos factures EDF en ligne, on vous a demandé 3 fois si vous êtes sûr de bien vouloir les factures en ligne. À l'époque, la loi stipulait que les consommateurs devaient demander la facture en ligne. Donc, eux proposaient ce service-là de facturation en ligne. Super, ils vont voir tous les grands groupes qui facturent des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Donc, ils vont voir EDF, Engie, tout ce que vous voulez. Et ils leur proposent leur service. Et ils prennent tous la licence pour 1 an parce que leur produit est super et que ça permet de régler le problème. Le problème, c'est que au bout d'1 an, ils se rendent compte qu'une infime minorité de leurs clients ont demandé une facturation en ligne. Donc, ils ont la techno, mais l'opportunité de marché, elle est potentiellement forte, mais pas assez pour être rentable et pas assez même pour grandir. Donc, la 2e année, beaucoup baissent leur niveau de licence. La 3e année, plein abandonnent la licence. Et donc, ils se disent, en fait, OK, on a développé une technologie qui permet d'avoir un coffre-fort sécurisé pour mettre mes factures. Quel est l'objet? Quel est le document administratif pour lequel vous ne choisissez pas sa forme? Réponse simple, celle que vous remet votre employeur. Si votre employeur décide que vos fiches de paye vous sont remises à la main, elles vous seront remises à la main. Vous pouvez hurler à la mort et vous rouler par terre pour lui demander de passer à des fiches de paye digitalisées. Il va vous montrer l'imprimante en vous disant « tu n'as qu'à le scanner ». Les fiches de paye, moi, je les donne à la main. Et donc, ils sont retournés voir les mêmes sociétés
qui sont aussi des énormes employeurs, en leur disant, bah, en fait, on a la même technologie, est-ce qu'on peut voir le service RH? Et donc, ils ont proposé au service RH de digitaliser les fiches de paye, ce qui économise l'impression, l'envoi par la poste ou, pire encore, le gentil dépôt des fiches de paye sur votre bureau dans un open space par le ou la stagiaire des RH, qui est encore quelque chose qui se fait dans certaines boîtes, qui est en termes de confidentialité à peu près catastrophique. Et donc, ils leur ont proposé la même chose et le marché est énorme parce qu'en fait, comme le choix n'est pas pour le client, mais le choix est pour la personne qui achète votre licence et à qui vous expliquez combien ils économisent, le marché est énorme. À l'inverse, Gyroptique. Si vous avez connu Gyroptique, c'était une start-up française qui a créé une petite caméra qui ressemblait un peu à un culbuto comme ça, c'est à peu près cette taille-là, et qui prenait des photos à 360 degrés. C'était génial parce que vous pouviez la mettre dans une pièce et voir tout ce qui s'y passait. Bon, les usages étaient par exemple en immobilier. Vous pouviez comme ça visiter, aujourd'hui ça se fait de plus en plus, hein, un bien avec une photo soit grand angle, soit 360 degrés. Ça pouvait être dans la sécurité. Vous le mettiez dans un immeuble que vous souhaitez sécuriser, et puis derrière votre console, vous pouviez regarder tout ce qui se passait. Pas besoin d'envoyer des agents de sécurité. Mm. Manque de peau, c'est que, et puis vous pouviez aussi l'acheter vous dans le commerce. Et bon, une fois que vous avez pris 2 photos 360 degrés, qui vous les envoyez? Manque de peau, les gens à qui ça s'adressait au début, la sécurité et les agents immobiliers, ils achetaient une caméra pour tout un réseau d'agences. Parce que les autres, en fait, c'est les agents immobiliers qui avaient un job qui est de prendre des jolies photos. Si vous leur enlevez ce job, est-ce qu'ils auront envie d'acheter votre technologie? Et pareil pour la sécurité. Donc, le produit vivotait un peu. Et puis, conférence annuelle des développeurs de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui a eu lieu en 2014 ou 2015, un truc comme ça. C'était la grande messe à l'époque. Et tous les ans, il annonçait toutes les nouveautés chez Facebook, un peu comme le faisait Steve Jobs à l'époque. Et il fait une conférence en expliquant que Facebook introduit un nouveau format, la photo à 360 degrés. Mais pour ça, il faut un appareil. Et là, Mark Zuckerberg, devant les journalistes du monde entier, sort sa petite caméra gyroptique, qui est une start-up à la base de la banlieue de Lille. Donc on est sur un petit français non parisien. Il sort son gyroptique, il le pose sur le desk et il dit « Je vous offre à tous dans la salle une caméra gyroptique pour que vous puissiez essayer. » Incroyable! La campagne marketing la moins chère de la Terre, Gyroptique avait envoyé une caméra et le reste, ils ont acheté le stock. Le truc le moins cher de la Terre, incroyable. Gyroptique n'était évidemment pas prévenu, parce que sinon, il a peur de fuite. Et donc, il se retrouve avec tous les médias de la Terre entière qui disent que pour prendre des photos pour la nouvelle fonctionnalité de Facebook, il faut une caméra 360 comme celle de Gyroptique. Et oui, donc ça a super marché la première année. Le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, est-ce que vous en achetez une tous les ans? Non. Est-ce que vous aviez vraiment envie? Bon, Facebook à l'époque était très à la mode, mais même si Instagram le faisait, d'ailleurs Instagram ne le fait pas, hein. Est-ce que vous avez envie de montrer une photo 360 degrés? Pas super. Là, je suis dans ma cuisine, c'est joli ce qu'il y a derrière moi, mais peut-être que si je vous montre l'autre côté avec mes casseroles et mon pot à éponge, c'est moins joli. Donc, vous avez moins envie de montrer 360 degrés, un peu comme les GoPro à l'époque, où de ma génération, pour les 30 ans de tout le monde, on offrait une GoPro à tous les mecs et toutes les meufs qui aimaient faire du ski. Bah ouais, mais l'année d'après, vous n'en offrez pas une deuxième. Donc, le marché s'est retrouvé un peu limité. Donc, quand vous vous lancez, vérifiez bien que le marché est profond et que surtout que vous n'aurez pas de blocage simple, comme l'être humain, qui décide de ne pas avoir de facture digitalisée. Entre-temps, la loi a changé et maintenant, l'opérateur peut imposer le format sauf stipulation du client. Deuxième chose, il vous faut un produit, et un produit qui marche vachement bien. Netatmo, par exemple, donc pareil, petite caméra. Alors là, c'est plutôt en forme d'un tube en métal, qui à la base faisait pas de caméra d'ailleurs, faisait juste capteur que vous mettiez à l'extérieur et qui vous dit quelle est la météo. Et là, vous vous dites, c'est super en fait, je regarde par la fenêtre, je vois bien qu'il fait pas beau, je vois bien que la météo elle est pas super. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez une application sur votre téléphone qui le fait. Ouais. À votre avis, quel est le seul programme présent sur 100% des journaux télé dans tout le monde entier? La météo. Pour une raison qui nous est assez difficile à comprendre.
la météo est un sujet qui passionne tout le monde. Donc, votre produit, parce que la météo et savoir anticiper la météo pour savoir si je m'habille comme ci, comme ça, si dans mon potager il y aura des carottes cette année ou autre, ça intéresse tout le monde. Et donc au début, ils ont vendu une station météo avec un produit qui était très joli, très simple à mettre directement dehors chez vous, hein, exactement la météo, et qui permettait tout simplement de voir en temps réel ou d'anticiper la météo parce que vous aviez une petite application sur votre téléphone qui était beaucoup plus précise à l'époque que la météo Apple. Donc, votre produit, il marche, il est joli, vous pouvez le montrer à tout le monde et puis il est simple à comprendre. C'est une station météo. Entre-temps, ils se sont mis à faire plein d'autres trucs, mais leur premier produit était une station météo. Troisième chose, il vous faut un pitch. Il vous faut un bon pitch. Il vous faut un super pitch. Je vais vous faire 2 pitchs et vous allez me dire lequel des deux est bon, lequel des deux est mauvais. Le premier, c'est Glowy. Glowy, c'est une startup qui récemment a eu des difficultés et qui, je crois, est en redressement judiciaire aujourd'hui, mais qui a bien marché. Et le pitch n'est pas simple. Si je vous dis, dans le monde de Nemo, le dessin animé, oui, à un moment donné, Nemo et sa copine vont dans les fins fonds de l'océan et ils arrivent dans je sais pas comment ça s'appelle, la zone où il fait noir dans l'océan, et ils tombent sur un poisson qui a une espèce de petite lampe, oui, Acteur Studio à 11h08, un poisson avec une petite lampe et des grandes dents qui font peur. Et ce poisson-là, évidemment, n'existe pas sur exactement cette forme-là, mais s'inspire d'organismes qui sont au fond de la mer, qui sont photoluminescents, un peu comme les lucioles. Et donc, ces organismes ont différentes tailles, et certains sont microscopiques. Glowy permet de faire cultiver ces micro-organismes dans une solution aqueuse, donc dans de l'eau, hein, ce qui donne en fait, si j'avais un verre d'eau avec du Glowy, ici ce serait vert fluo. Pourquoi c'est utile? En fait, c'est utile parce que si vous le mettez par exemple sur du mobilier urbain, autour d'une boutique, vous éclairez avec juste de l'eau et quelques bactéries qui sont dedans. Vous avez juste à rajouter un peu des éléments dedans à intervalles réguliers, mais vous n'avez plus de facture d'électricité. Génial ça, non? De l'autre côté, vous avez Launcher. Launcher qui s'est lancé, c'était AvanceWhile. Deuxième société de l'entrepreneur. Launcher raconte à tout le monde dans Paris et à tous ses investisseurs qu'il lance une solution qui permet, plutôt que d'aller faire la queue à la sandwicherie au coin de la rue du MBA par exemple, où j'y ai fait la queue aussi, vous pouvez précommander sur une application votre sandwich et juste aller le chercher. Et là, vous dites, mais c'est super, c'est hyper simple, je comprends, c'est vachement pratique. Bah oui, mais la raison pour laquelle il y a la queue à l'heure du déjeuner à la boulangerie au coin de la rue, c'est parce qu'il y a la queue pendant une demi-heure. Si vous y passez à 14h ou à midi 03, il n'y a pas la queue. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas embaucher 5 personnes pour une demi-heure. Donc les 2 seules personnes qui y travaillent, bah, elles doivent tout gérer. Faire les sandwichs, donner les croissants, filer un café, filer du pain. Votre application, elle permet donc de passer la queue. Bah oui, mais il faut toujours une personne pour vous donner votre sandwich et vérifier qu'elle a bien votre commande. Donc l'idée, dans l'absolu, elle est sympa, mais elle n'est pas faisable. Et pourtant, ils signent toutes les grandes chaînes de restauration rapide en France. Toutes incroyables. Paul, la brioche dorée, Pizza Pino de l'époque, tout. Incroyable. Et tout le monde les regarde en disant, mais qui paye pour cette idée à la con? Il faut un salarié en plus, il faut une caisse en plus. Chez McDo, ça marche parce que les 2 tiers des caisses sont dédiées à ça maintenant. Mais sinon, ça ne marcherait pas. Et donc, tout le monde trouve ça bizarre. Et en fait, quand ils se lancent, ils expliquent qu'en fait, ça n'est pas du tout la société qui lance une carte ticket resto. Et que le monopole ticket resto est tellement énorme qu'ils l'ont fait de manière très confidentielle. Ils ont fait signer des accords de confidentialité à toutes les chaînes. Et en fait, ils ont installé discrètement dans les chaînes un boîtier qui permet d'utiliser leur carte ticket resto. S'ils l'avaient fait en les prévenant et qu'il y avait une fuite auprès des cartes ticket resto, ils auraient pu faire pression sur ces équipes et sur ces chaînes pour qu'elles n'utilisent pas une solution concurrente. Ils ont été très malins, ils sont allés voir des investisseurs qui avaient déjà investi dans la boîte d'avant, donc qui pouvaient signer un accord de confidentialité. Ils ont lancé leur service, donc avec déjà toutes les grandes chaînes, et vous pouviez payer avec votre carte Swile dans toutes les grandes chaînes de nourriture et les supermarchés en France. Donc, vous pouvez avoir un pitch qui est extrêmement compliqué, mais qui est dingue et qui fait une boîte qui malheureusement marche pas, pour pas mal de raisons. Et vous pouvez avoir un pitch qui a l'air sympa, mais qui en fait a l'air d'être en carton, quand vous creusez un peu, et d'une boîte qui est géniale.
Il n'empêche que si votre pitch, on ne s'en rappelle pas, on ne se rappellera pas de votre boîte. 2 autres éléments dont vous avez besoin d'une équipe efficace, complémentaire et focus. Donc, ne vous associez pas avec des cofondateurs, cofondatrices qui ont un autre job et vous aussi, sauf si vous voulez aller au rythme d'un mi-temps pour chacun. Donc, il faut quand même qu'il y ait une partie de l'équipe qui soit à 100% sur le projet. Et enfin, il vous faut des premiers clients. Julidesk, qui est une solution, un petit plugin que vous mettez sur votre email et qui vous permet de, par exemple, pour un travail de groupe, alors c'est une solution professionnelle, mais si le travail de groupe était une solution professionnelle, vous pouvez envoyer un email à toutes les personnes qui sont dans votre groupe et leur dire, OK, il faut qu'on rende notre travail de groupe, notre pitch, pour dans une semaine. Je propose qu'on se réunisse cette semaine. Voici mes dispos. Vous mettez en copie le plugin Julidesk et l'IA va chercher dans votre agenda toutes les disponibilités et va relancer toutes les personnes de la boucle jusqu'à ce que vous ayez une date en commun. Au début, ce qu'ils ont fait, les 3 cofondateurs, évidemment, ils n'avaient pas d'IA, ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas de quoi développer. Ce sont des 3 développeurs, mais pas incroyables et pas d'IA. En fait, ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont pris les 3-8, avec une partie évidemment où ils étaient en commun, et ils répondaient eux-mêmes, en faisant semblant d'être une machine et d'être automatique, pour que les meetings puissent se lancer. Du coup, ce qui est génial, c'est qu'ils ont eu des premiers clients très vite avec une technologie qui ressemblait quand même à un plugin email un peu pourri où ils recevaient les emails, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire semblant d'avoir une techno. Ça veut dire qu'au début, ils ont vendu un service et ils l'ont livré. Évidemment, je ne vous encourage pas à mentir sur votre service. Je vous encourage à trouver une solution assez rapidement pour avoir des premiers clients. Soit vous leur dites qu'il n'y a pas de techno, mais que vous allez faire autre chose pour eux pendant ce temps-là, pour tester. Soit la techno est en train d'être développée et ils payent vraiment pas très cher au début pour tester. Mais dès que vous aurez vos premiers clients, vous aurez vos premiers feedbacks concrets pour le service et ça va vous aider largement pour votre croissance. De quoi vous avez besoin? Donc, cette affiche est une véritable affiche de BPI France. Je rappelle que Banque Publique Investissement, c'est la banque publique de vos impôts. Je vous laisserai juge de la qualité de ce visuel. Le fait est que selon ce que vous avez envie de produire en tant qu'entrepreneur, vous n'aurez pas besoin du même type d'argent. Si vous lancez du hardware, donc un objet concret, donc je vous ai parlé de Netatmo, je vous ai parlé de Diroptique, ça coûte très cher. Parce qu'il faut il faut avancer les fonds à l'usine qui va fabriquer votre objet. Le premier modèle ne va pas marcher, le deuxième, il y aura un défaut, le troisième, la batterie, elle marchera plus ou moins. Donc, vous allez dépenser 2 fois plus que ce que vous aviez prévu au départ. Il faut avancer tout cet argent pour ensuite le vendre. Donc, il faut ensuite trouver un circuit de distribution. Donc, pendant X mois, vous allez dépenser de l'argent sans rien gagner. Si à l'inverse, vous vendez un logiciel que vous avez déjà à moitié développé, vous allez pouvoir très vite facturer. Donc, vous n'aurez pas les mêmes besoins selon ce que vous faites. Selon la taille de l'équipe également. Si vous avez besoin pour votre service d'embaucher plein de gens, vous aurez besoin de plus d'argent. Si vous avez besoin d'embaucher 5-10 personnes au début maximum sur 2 ans, vous aurez besoin de lever beaucoup moins d'argent. Ensuite, ça, c'est la partie qui peut être un petit peu technique, mais je vais vous le faire efficacement. Est-ce que ça vaut le coup de lever des fonds? Évidemment, je suis mal placée pour vous dire non, parce que mon employeur investit dans des startups qui lèvent des fonds. Toutefois, je peux vous dire que lever des fonds, c'est rajouter une responsabilité. Parce que vous avez une responsabilité de rendre l'argent non pas comme un emprunt avec le montant exact, mais un nombre de fois l'argent que les gens investissent chez vous. Donc, on va prendre ici tout le jargon que vous avez peut-être lu si vous lisez un article demain dans French Web ou dans Madines ou même dans les Échos, telle startup a levé tant de millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier jargon, le love money. Ça, c'est quand même particulier comme expression. Ça, c'est un mot un truc d'américain. Le love money, c'est l'expression. C'est l'argent que vous confient les gens qui vous aiment. On peut y voir un autre type d'argent, mais non, je vous promets que c'est l'argent que votre grand-mère vous confie parce que vous lui dites que vous montez une super boîte et que vous avez besoin de 3 000 € pour vous lancer. Le love money est en généralement demandé à ses proches ou aux proches de ses proches pour se lancer au début. Le love money, ça peut aussi être aussi votre propre love money. Donc le love money, donc c'est ça, c'est vraiment l'argent qui vient des gens qui vous aiment, très clairement. Le seed, en anglais, ça se dit seed, en français on appelle ça amorçage. Seed, ça veut dire une graine.
en anglais. Donc, l'argent en seed, c'est quand vous êtes à l'état de graine. Donc, vous avez un potentiel, vous êtes identifiable, vous avez une graine de courge, vous avez une graine de tulipe, un bulbe de tulipe, vous êtes identifiable. Vous pouvez lever de l'argent en seed. Généralement, en seed, vous n'avez pas encore de premier client. Vous avez un potentiel de premier client. Business angel. Business angel, encore un terme américain. Business angel, ce sont des gens qui ont touché de l'argent précédemment parce qu'ils ont travaillé dans des boîtes avec beaucoup d'argent ou parce qu'ils ont vendu une boîte et qui souhaitent réinjecter de l'argent dans l'économie. Donc, des business angels vont vous permettre, vous allez pouvoir les voir au moment du seed ou même du love money, si vous les connaissez, ils vont investir dans votre boîte. Investir dans votre boîte, c'est pas un emprunt. C'est pas votre grand-mère qui vous prête 1000 euros. C'est des gens qui vont dire, je vais mettre 1000, 10 000, 100 000 euros dans votre boîte. En échange, ils s'attendent à ce que vous leur rendiez 2, 3, 10, 100 fois ce prix. Un incubateur. Comme son nom l'indique, quand vous êtes incubé, comme dans la matrice, c'est que vous êtes encore tout petit. Vous êtes dans un cocon et on vous aide à grandir. À l'inverse, un accélérateur, c'est quand vous commencez à courir et qu'on vous demande de courir plus vite. Donc, est-ce qu'il faut rejoindre un incubateur ou un accélérateur? Si votre boîte, elle est toute petite, allez en incubateur. Si votre boîte, elle a grandi, allez en accélérateur. La banque. Pourquoi est-ce que la banque est ici? Parce que généralement, quand vous allez lever des fonds, on va vous demander si vous avez des capitaux propres. On va vous demander si vous avez mis de l'argent dans votre boîte. Je vous donne un indice. Ne pas mettre votre propre argent dans votre boîte, ça encourage pas trop les autres à mettre le leur. Donc, si vous n'avez pas votre propre argent, il va falloir aller faire un emprunt à la banque. VC. VC, c'est ce qu'on fait dans ma boîte. Donc, en anglais, ça veut dire Venture Capitalist. C'est un fonds d'investissement, tout simplement. Private Equity, fonds d'investissement dans la partie où les startups sont encore un peu jeunes. Ensuite, il y a le Private Equity. Private Equity, ça englobe le VC et c'est l'investissement plutôt dans un stade de maturité un peu plus élevé. Donc, en VC, les investisseurs en VC vont prendre des parts de votre société. Donc, entre 1 et 20 ou 30%, selon le montant que vous levez. Le private equity va prendre plutôt entre 30 et 100% de votre boîte. Donc, c'est une question de maturité. Les séries A, B, C, D, en fait, c'est comme les Fast and Furious, c'est juste des numéros. La série A arrive avant B, avant C, et ainsi de suite. Exit, c'est le moment où il va falloir rendre l'argent. Donc ça existe, c'est assez simple. Quand vous allez devoir tenter de lever des sous, on va vous demander quel sera votre exit. Ce qui veut dire comment est-ce que vous comptez rendre l'argent. Est-ce que vous comptez vous vendre à un concurrent? Est-ce que vous comptez... Alors, faire de l'argent, ça marche pas quand vous levez des fonds parce que nous, ce qu'on veut, c'est récupérer toute la somme en une seule fois. Est-ce que vous comptez rentrer en bourse? Est-ce que vous comptez... Quelle est votre stratégie d'exit? Le return, c'est le retour sur investissement. C'est comme le ROI que vous avez vu en marketing. Donc, j'ai investi 100 euros chez vous. Combien de fois tu me rends 100 euros? Capital risque, comme son nom l'indique, c'est l'équivalent du VC. C'est la partie risquée. Donc, c'est les tout débuts de la société. C'est sûr que vous récupérez plus d'argent quand vous investissez au début, mais quand vous récupérez de l'argent. Et capital investissement, c'est la partie private equity. Vous récupérez un peu moins d'argent, mais vous en investissez quand la société est plus mature. Yes. Pourquoi lancer des nouvelles activités quand vous êtes une start-up? Ça peut vous intéresser parce que demain, vous allez pouvoir accompagner des entrepreneurs et des start-up en tant qu'agence marketing, par exemple. Pourquoi se lancer? Par exemple, pour répondre aux besoins des clients. Le slip français, par exemple, a lancé toute une gamme pour la femme. Et aujourd'hui, sur leur site, ils vendent quasiment plus de slips. Ils vendent beaucoup de maillots de bain pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des gens qui achètent des slips sont des femmes. Et oui, c'est les femmes qui achètent des slips pour leur mec, leur cousin, leur mari, ce que vous voulez, leur père, leur fils. Donc, si vous êtes sur un site et que vous êtes prêt à dépenser 30 euros pour un slip, faites-vous plaisir, achetez-vous un maillot. Deuxième option, par nécessité. The Family, à l'époque, était un incubateur qui avait un problème de loyer et qui devait absolument changer de lieu. Comme c'est un incubateur, ils avaient besoin d'un lieu pour toute leur start-up. Et ils ont lancé tout un programme de formation, alors qu'à la base, c'est pas leur métier, uniquement parce qu'ils avaient besoin de payer la caution. Vous pouvez le faire par nécessité. Troisième option, par opportunité.
Cashtor et Malinéa, qui sont deux sociétés fondées par Catherine Barba, que vous connaissez peut-être parce elle a été longtemps jury dans Qui veut être mon associé sur M6. À l'époque, elle a lancé Cashtor, qui était une solution qui permettait de faire du cashback en e-commerce. Et en fait, elle s'est rendue compte que, comme on était au début du e-commerce, les sites e-commerçants lui demandaient ses conseils pour être plus efficace et avoir des paniers moyens plus gros. Du coup, elle a lancé Malinia, qui a été une agence qui permettait pour les sites e-commerce d'être meilleurs grâce à leur design dans leur panier moyen. Et enfin, dernière option, par peur de l'ennui. Peur de l'ennui, c'est important parce que My Little Paris, par exemple, la fondatrice vous expliquera que elle a toujours peur que ses clients et ses clientes s'ennuient de ses produits. Donc, du coup, régulièrement, elle lance des nouveaux formats, des nouveaux supports, des nouvelles marques pour être sûr que vous ne soyez pas toujours tenté de faire la même chose. Et donc, le jour où vous avez quelqu'un de plus fun qui arrive ou un nouveau produit, vous changez. Qu'est-ce qu'un pivot? La différence entre un nouveau produit et un pivot, il est simple. C'est comme au rugby. Un pivot, vous prenez quelqu'un et vous changez. Quand vous-même, vous pivotez sur votre chaise, vous ne voyez pas la même chose. Si je suis là, je vous vois vous. Si je suis là, je vois mon salon. Un pivot est quelque chose où vous êtes la même personne, mais vous regardez ailleurs. Donc, PeopleDoc, je vous l'ai expliqué, le marché était bloqué. PeopleDoc digitalisait les factures, s'est mis à digitaliser des fiches de paye. Teads, à l'époque, était une régie publicitaire qui permettait d'aller voir des grands médias et leur disait on vous fait la publicité sur votre page. Et un jour, un média leur a dit en fait, moi, mon problème, c'est que mes articles sont trop longs et que j'arrive pas à avoir un format un peu innovant au milieu. Quand je mets une vidéo et un pop-up, tout le monde ferme la fenêtre. Je veux un truc innovant. Ils ont développé le format que maintenant vous connaissez partout. Quand vous déroulez un contenu, vous avez la publicité qui s'ouvre et qui se ferme sans le son. Ce format, c'est eux qui l'ont importé en France, qui marche super bien. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur réputation. Parce que vous n'avez plus le choix. Each, on l'a vu ensemble. C'était soit ça, soit ils partent en prison avec les chauffeurs de taxi. Ça, vous l'aurez dans le deck que je vais vous envoyer. Je ne vais pas vous le décrire parce que ça prendrait, je pense, 3 heures. Mais c'est ce qu'il va falloir que vous ayez en tête lorsque vous allez choisir de monter une boîte ou de l'idée une équipe. Et tout ça, c'est inspiré de ce que nous ont raconté les entrepreneurs. Et enfin, les crises, celles qu'on ne voit pas au cinéma. Il y a les startups qui ont eu des gros problèmes, celles dont les fonds manquaient. Save, que vous avez peut-être connu, qui faisait de la réparation de mobiles dans les centres commerciaux. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient un logiciel qui gérait les achats de matériel. Donc, vous répariez un téléphone, vous aviez des vitres, des outils et autres. Ils n'ont jamais géré les stocks par rapport aux achats. Résultat, ils se sont rendus compte au bout de quelques années qu'ils avaient une déperdition monstrueuse parce que les vitres se faisaient casser, les trucs se faisaient voler et ils ont fini par se retrouver en redressement judiciaire parce qu'ils n'avaient pas géré leur trésorerie. Wonderbox, à l'inverse, va très bien. Hein. Si vous avez acheté une box Wonderbox pour votre oncle et votre tante à Noël, vous inquiétez pas, ils pourront l'assurer. Mais Wonderbox, à la base, ils se sont lancés un couple d'entrepreneurs. Au bout de 2 ans, la boîte allait très bien, mais ils n'arrivaient toujours pas à se payer financièrement. Et donc, ils se sont donné 3 mois pour réduire drastiquement tous les coûts, pour réussir à se payer un SMIC au bout de 2 ans. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand vous voulez le faire pour vous faire de l'argent, pas le bon plan. Donc, les fonds ont manqué, ils ont dû repenser tout leur modèle pour réussir à redevenir rentable. Et enfin, Take It Easy, c'était l'ancêtre des Uber Eats et compagnie en France. Eux, c'est l'inverse, ils allaient très bien, mais ils cramaient énormément d'argent parce qu'il fallait avoir des livreurs, la prospection et autres. Et en l'occurrence, ils ont voulu faire une levée de fonds. Ils étaient persuadés que la levée de fonds allait se faire. Ils n'ont pas réfléchi à un plan B. Ils ont tout misé sur la levée de fonds. Et quand la levée de fonds s'est pas faite, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus du tout d'argent. Et ils ont dû mettre la clé sous la porte. Deuxième option, dans les crises, il y a quand l'équipe se déchire. Tout à l'heure, un de vous a partagé son expérience en disant qu'il s'était engueulé avec quelqu'un quand ils avaient monté une boîte. Trendline, aujourd'hui que vous utilisez, marche très bien. À la base, Trendline, ce sont 3 cofondateurs qui avaient créé Captain Train. Et Captain Train était une startup française qui marchait bien, qui grandissait gentiment. Et Trendline, qui est un géant anglais, propose de les racheter. Mais pour les racheter, il faut qu'ils atteignent un certain seuil de rentabilité et de chiffre d'affaires. 2 des cofondateurs disent en fait, moi, j'ai pas signé pour bosser comme un bourrin encore 3 ans après le lancement de la boîte. Je vais y aller doucement. Le troisième dit, moi, j'ai envie de le faire, j'ai envie de vendre la boîte, j'ai envie
d'aller beaucoup plus loin. Donc, je rachète vos parts et je suis prêt à le faire. Tout à l'heure, quand je vous ai dit dans votre pacte d'actionnaires, faites bien attention à ce que tout le monde n'ait pas les mêmes parts. Si tout le monde avait eu les mêmes parts à 3, il n'aurait jamais pu racheter les autres parts des autres. Il a racheté les parts, il est resté très généreux. Ils sont vendus 1 an après la trendline, tout le monde a pris de l'argent. Mais il n'empêche qu'il a géré son propre produit tout seul après, quand l'équipe s'est déchirée. Deuxième option, Appen, l'application que vous connaissez, lancée par un entrepreneur tout seul, mais qui, au bout d'un moment, à force d'être tout seul et de ne pas pouvoir gérer les gens, s'est mis à dos toute l'équipe. Et donc, il a fallu qu'il réapprenne à manager des équipes parce que ses équipes ne suivaient plus ses directives. Troisième option, quand le marché ne vous aime pas assez, Giroptique, je vous l'ai expliqué. Criteo, avant d'être Criteo, était une solution qui permettait de faire la recommandation de films, pas gagner d'argent. Et Glowy, dont je vous ai parlé, malheureusement, ils ont eu du mal à vendre leur solution. Je vous rassure, il y a aussi une fin plus heureuse à l'entrepreneuriat, qui est vous vendez votre boîte, tout va bien. Vous rendez l'argent à tous ceux qui ont mis de l'argent chez vous et tout va bien. Vous ne finissez pas en redressement judiciaire et tout va bien. Mais je pense qu'il était important que vous compreniez un peu que derrière tout ce vernis, il y a une réalité de l'entrepreneuriat, qu'elle n'est pas forcément facile, mais que si vous décidez de vous lancer, vous avez des centaines et des milliers de personnes qui l'ont fait avant vous et beaucoup de choses à lire. Alors, évidemment, mon livre est le meilleur sur le sujet, mais je vous rassure, je touche 30 centimes d'euros à chaque fois que j'en vends un avant impôt. Donc, je n'en fais pas la promotion parce que je gagne de l'argent, mais parce que vraiment, je pense que c'est important que des entrepreneurs se parlent entre eux. Eh ben, écoute, je crois que c'était une super conclusion. J'affiche les commentaires Merci. dithyrambiques sur ta masterclass. Anne-Cécile qui nous dit un grand merci, c'était passionnant. Lucas également qui remercie. Donc vraiment de la part de toute la communauté du MBMCI, on te remercie voilà, d'avoir passé ce nouveau moment avec nous. C'est pas le dernier, hein, on rassure en tout Non. cas les étudiants, c'est pas le dernier. Comment d'ailleurs on peut entrer en contact avec toi? LinkedIn, si vous avez des questions, tout simplement. Et effectivement, si vous cherchez un job, vraiment, je vous encourage à aller sur le site de la French Tech, à regarder ce classement du FT 120. Quasiment toutes ces startups recrutent. Si vous ne trouvez pas un job dans la boîte de vos rêves au début, allez voir un peu comment c'est en startup. Si vous n'aimez pas les petites boîtes, prenez-en une grosse. Mais objectivement, c'est hyper important que vous sachiez que là-bas, il y a du boulot pour vous et ils attendent avec impatience des personnes diplômées comme vous. Impeccable, hein, on repart en tout cas avec toute l'énergie que tu nous as communiquée. Merci d'avoir suivi ce live. Si vous souhaitez en savoir plus sur le MBMCI, c'est très simple, vous faites le hashtag MBAMCI sur les réseaux sociaux et vous trouverez toutes les publications de nos étudiants, de nos alumni. Vous pouvez également suivre le MBA, les comptes du MBA sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, ainsi que De Vinci Executive Education, notre école. On te souhaite une excellente journée, Emmanuel, et on espère te revoir très vite. Merci, vous aussi, bonne journée. Au revoir.